bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans l'Entrepode. Ici Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode entre les fêtes. Aujourd'hui, autour de la table, il fait chaud, il fait bon, il y a des micros, peut-être du chocolat, des verres pas toujours remplis d'eau et en tout cas une belle bande de lutins podcasteurs. J'ai donc avec moi Ludo qui a vu plus de... qui est à fond, qui est complètement à fond depuis tout à l'heure, qui a vu plus de films que le Père Noël n'a de lutins et toujours prêt à nous parler d'une œuvre que personne n'a vue autour de la table. Salut Ludo. Salut tout le monde. J'ai pas vu grand chose quand même. Didouille en mode Noël total, dont la devise est quelque chose comme tant qu'on mange bien et qu'on boit un coup, tout ira bien. Manger, boire, profiter et surtout rappeler que la vie est quand même plus sympa quand on ne se prive pas trop. Hein, Didouille? Exactement, carpe diem. Bonjour voilà. tout le monde. Salut Didouille. Arnaud, calme en apparence, mais on sait tous que ça peut partir très loin, très vite, capable d'offrir une analyse très fine ou d'invoquer son alter ego démoniaque. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'air un peu éteint. Comment ça va Arnaud? Très bien. Très bien. La santé, tout ça. La santé, ça va. Et surtout la santé, hein, vraiment. Virginie, c'est la touche sensible, affûtée et indispensable à l'équilibre autour de la table, qui va tenter de garder un minimum de cadre, au moins jusqu'au premier fou rire, comme d'habitude. Salut Virginie. Salut. C'est mignon. Oui. Freddy, c'est le bazar en surface, surtout sur le plan vestimentaire, mais le journaliste qui veille en dessous, qui est capable de sortir un calembour discutable tout en posant la question que personne n'avait vu venir. C'est mon bras droit, c'est mon bras gauche, il est un peu partout, c'est Freddy. Bras gauche aujourd'hui. Salut tout le monde. C'est le Kama Sutra. Alors installez-vous confortablement, servez-vous un verre, éteignez les lumières trop fortes. L'Entrepode spécial Noël, ça commence maintenant. Salut tout le monde, ça va bien? Salut. Ça va? Ludo fait pas semblant, tu nous as fait chier pendant une demi-heure. Il a tout donné, mais avant l'émission. C'est ça le problème, il fait pareil avec nous, je crois. Tout avant, en fait. Ça fait plaisir de se revoir ici dans cette émission. Moi, je suis ravi de vous retrouver et de revenir dans notre studio historique, puisque figurez-vous qu'on n'a pas enregistré ici depuis juin 2024. Tu déconnes. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas enregistré ici. Et ouais, on a été un coup chez Freddy, à l'extérieur, etc., dans des lieux divers et variés. Arnaud, et donc, même quand on était chez Freddy, on était à l'extérieur. En ressenti température, tu veux dire. Effectivement. En tout cas, on se retrouve pour cette émission. Ça fait toujours plaisir, cette émission entre les fêtes. Il y aura peut-être quelques bruits de bouche, hein, parce que je vois Ludo qui est en train de s'en mettre plein la bouche. Voilà, par exemple, un petit peu d'ASMR. Donc pour les misophones parmi nos auditeurs, désolé. J'essaierai de tout couper au montage. Et pour cette émission, on a 3 rubriques qu'on vous a préparées. Donc Freddy va nous parler de musique, dans un sens assez général. Et ça, il est resté assez vague, assez flou. Donc, en tout cas, on se couchera moins con. Ah, c'est déjà pas mal. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Pour moi, mais on t'entend pas très fort, Ludo. Tiens, c'est bizarre. Ah bon? Ah, ça y est. Moi, je vous présenterai une série télé. Et puis Didouille nous présentera des traditions insolites pour le nouvel an qui s'annonce. Voilà le programme pour aujourd'hui et on finira bien sûr avec nos 60 secondes chrono au cours desquelles on présentera nos coups de cœur ou nos coups de gueule, qui sait, va savoir. Dès le début de cette émission, c'est le moment de remercier nos soutiens, hein, puisque c'est la période des étrennes bientôt, hein, donc on peut rappeler Patreon, Tipeee, c'est pas pour ça qu'on fait les choses, mais c'est toujours un petit plaisir de recevoir un pourboire, hein, comme j'avais déjà dit la dernière fois, comme un artiste, comme un Arnaud qui se produirait comme ça et qu'on viendrait on n'a pas tué, on n'a pas volé, noyé de billets dans son chapeau à la fin de la... Parle pour toi, hein. On n'a pas fait le casier de tout le monde, hein. Mais bon. En tout cas, j'ai assez parlé et on va entrer directement dans le vif du sujet avec mon bras gauche aujourd'hui, l'ami Freddy. Non mais comment? Mais vous ne me reconnaissez pas? Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion. Après ça, croyez-moi, on se sent mieux. Alors, aujourd'hui, dans ma chronique On se couchera moins con, je vous propose un bond dans le temps. Nom de Zeus! Nom de Zeus, Nico! Je crois que nous venons d'entrer dans une faille spatio-temporelle. Ah! Nous allons vers le Japon féodal? Mais non, crétin! Tu vois bien que la machine indique 1996. Waouh! Bon, je vous préviens tout de suite, j'ai tout donné dans l'intro. Moi aussi, c'est bon. Je veux dire, c'est à s'y méprendre. Hein, Quel talent! Alors, pourquoi cette date? Pourquoi 1996? Pourquoi diable ma Ford C-Max nous propulse-t-elle cette année-là? Eh bien, c'est tout ça. Des références, effectivement. C'est ma voiture. À défaut de DeLorean. Ah non, elle est un peu plus
plus récente que ça. C'est tout simplement une période bénie pour la sortie des grands disques. En tout cas, ceux qui ont marqué notre génération. Je crois que vous serez d'accord avec ce que je vais présenter aujourd'hui. Le mec, il nous pose déjà les bases, quoi. On n'a pas intérêt à dire non, quoi. Non, mais vous allez voir que c'est assez varié. Et même avant de commencer, j'aimerais savoir un petit peu autour de la table, quelle est votre pratique aujourd'hui de la découverte musicale. J'ai eu cette discussion avec un ami il n'y a pas très longtemps. Ça fait peur. Et on se disait, mais putain, on n'arrive plus à découvrir des choses qui nous marquent au point de dire, waouh, putain, le disque, quoi. Alors, c'est intéressant. Quel ressenti vous avez, vous, aujourd'hui? Moi, j'en ai deux. Vas-y. Via la radio. J'écoute une station. J'ai refusé maintenant depuis 2 ans d'écouter les chaînes comme France Inter parce que c'était anxiogène. Et quand je vais au boulot et que j'ai 45 minutes de route, je me mets des radios où il y a que de la musique en fait. Nostalgie. Non. Pour les découvertes, c'est. Non, c'est pour ça. Non. RTL2. Je mets RTL2, ouais. Et ben j'en ai découvert plein. Grâce à RTL2, sinon via les plateformes comme Deezer qui te proposent des nouveaux suggestions. Exactement, que je vais volontiers écouter pour essayer de découvrir. Mais sinon, c'est le bouche à oreille en fait. Bon, tout le monde. L'entrepode, par exemple. Par exemple. Mais oui, l'entrepode. Mais oui. Et Pulp. Non mais Pulp à côté desquels j'étais complètement passée. Grâce à notre invité de la dernière fois et la chronique de Freddy. Eh ben écoute. Pulp. Et Ouais, là, waouh. Mais ça reste un petit phénomène. Et Moi, puis, je finis juste là un truc là. C'est Arnaud qui m'a fait découvrir ça. Sur Deezer, on part d'une chanson et on demande. Ce que disait Bidouille, ouais. Voilà. Merci de m'écouter. Non, t'as dit. Si, on n'a pas dit ça. Si, j'ai dit que Deezer nous suggérait. Ah oui, mais attention, là on parle de la fonction lancer un mix. Ouais. Mais c'est ce que je fais aussi. Tu lances un mix Voilà. et ça te lance Je fais une ça liste. aussi. Comme les radios Ça, c'est trop sur bien. Spotify. Et Je suis plus chez franchement, Spotify, mais Donc j'avais pas compris. Alors, que tu moi, parlais Je de croyais ça. que tu me parlais du flow qui des fois est merdique. Moi, je reste quand même vachement attaché au fait des échanges avec les potes quand même. C'est-à-dire que je peux, tu vois, 10 heures, je vais aller sur 10 heures, je vais trouver des trucs et tout, bon, pourquoi pas. Mais souvent, j'attaque quand même par un truc qu'on m'a recommandé, tu vois, ma petite nièce qui m'a dit tiens, va écouter Thorns, là, le dernier album de Wolf Alice, par exemple. Tiens, hop, je vais bien, jeter un œil. Et ah oui, Une oreille. oui, pas faux. Et etc. De même quand on échange ensemble sur la musique et tout. Donc je suis encore assez attaché à ça, Ou sur les réseaux des artistes qui évoquent d'autres artistes que tu découvres. de la reco en fait. On reste quand même sur de la reco en fait. Finalement, du bouche à oreille. C'est mon mode de fonctionnement, mais je sais qu'après. Il y a les concerts aussi. Nos enfants les aussi. concerts. Moi, aller voir des Là, concerts, Freddy, un peu, des d'avoir- fois des beautés, suivre des gens, des trucs comme ça. Des fois, C'est le programme Sierra Veins, c'est comme ça je me dis je vois Sierra Veins en programmation, tiens, parce que Oui, je vais je te l'écouter. rejoins. La réflexion que je m'étais faite en préparant cette chronique, c'est que je me disais à l'époque on allait chercher, on allait dans le magasin, on allait voir les. Ouais, exactement. Ouais. Aujourd'hui, on attend un petit peu que ça nous vienne par un conseil, par une, je sais pas, une chronique qu'on a lue, entendue. Moi, c'était Je déjà sais comme pas ça. si un vous peu. avez cette j'avais- sensation-là, vous. C'est vrai qu'on va moins chercher. Ouais. Même aller alors, chercher, moi j'allais chercher. Enfin, moi, en tout cas. J'allais aux bandes d'écoute à la Fnac. Moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça Mais j'allais quand même souvent dans un truc. ça revient J'allais tout chercher. au même. Enfin, pas très loin de ce que je cherchais déjà à l'origine. Tu vois ce que je veux dire? Je suis peut-être, il y a Dans peut-être ton plus style, de quoi. facilité, ouais, maintenant, à s'ouvrir à d'autres choses, je pense. Alors peut-être que l'âge aussi joue. Hein. Je suis peut-être moins borné qu'à une époque à écouter les mêmes trucs, une période métal, puis une période reggae, puis une période machin. Maintenant, je m'en fous, je peux alterner. Enfin, tu vois, je sais pas si c'est ça que. Mais t'as aussi les Cette approche-là. podcasts. Si t'écoutes des podcasts Ouais, bah, alors qui beaucoup, sont c'est vrai bien, que je l'ai bien, pas bien dit, liés Les podcasts, pour moi, c'est une source d'inspiration dans tout, tout ce que je fais. De toute façon, je fais rien moi. Hein. C'était un petit sondage comme ça pour voir un petit peu comment vous découvriez vous les choses. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à aller découvrir des nouveaux albums. Avant, je m'imposais de checker les sorties de la semaine et tout. Bah, je le faisais moi, je le faisais sur Spotify, Et, qui le faisait. j'ai plus le temps. Il y en a trop. Tous les vendredis, t'as le journal des sorties. Ouais. Et je l'écoutais. Maintenant, je suis plus chez Spotify. Il n'y a pas tout à fait la même chose. Ça, chez c'est un Covers. effet volume que Freddy, tu as aussi alors, pour le cinéma. Ouais. C'est-à-dire, il y a trop de choses qui Oui. sortent tout le temps. Oui, c'est vrai. De livres, de jeux vidéo. Mais toi, t'avais une vraie démarche active en fait. Finalement, Ah oui, mais t'allais moi- vraiment regarder tout ce qui se Quand on allait à Londres, moi j'allais au magasin et je regardais les nouveautés anglaises, quoi. Et parfois j'achetais sans même savoir. D'accord. Bref. Fin du petit sondage. J'ai fait pour vous une sélection d'albums sortis en 96, des albums dont on célébrera, vous l'avez compris, les 30 ans en Et cette ça va- année ça va piquer. 2026. Ça met une petite claque, hein, je ne vous cache pas. Le coup de vieux n'est pas loin. Tiens, comme ça, à la volée, sans tricher. Ludo, sans tricher. Je pose ce téléphone tout de suite. Citez-moi chacun un disque majeur sorti en 96. Je suis très nul à ça. Un Dépêche Mode. Non. Il n'y en a pas eu. En 96. T'as dû avoir un Red Hot Chili Peppers, peut-être? Non. Non?
Un Céline Dion. Du coup, Il y a eu un Céline Dion. Bleu Rosie. Non, ni l'un ni l'autre. Deux de Céline Dion. En tout cas, un sûr. Tu as pas 3, 4, 12. Non, mais deux c'est le titre de l'album. Oh les cons. Le problème, c'est que je pense à 95 ou 95. Sinclair. Je crois pas que c'est celui-là. Attends, 96, j'étais en première. Ouais, parce que Paradise Lost, le One Second, il est sorti en 90. T'as pas du System of a Down? Rita Mitsuko. Non, mais c'est pas grave. Les Smiths. 98, le premier Toxique. Je vais vous en sortir une dizaine là, que vous connaissez. Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi, c'était pas en 85. Je crois pas. Toi, tu parles d'album majeur là. J'en ai une dizaine dans ma besace. Mais quelle idée de prendre un bonbon. Je vous avais prévenu, hein, ça va avoir des bruits. Suède, c'était pas en 96? Non, c'est Plutôt peut-être 94. plutôt, ouais. Pulp, il y avait pas un Pulp justement. J'en ai sélectionné 5 pour les besoins de la chronique, mais on fera un petit jeu à la fin avec un petit blind. Un jeu. Donc vous l'avez compris, on va écouter ce qui nous vaudra sûrement un retrait d'épisode sur YouTube. Ah merde. Et on va jouer un peu, ça faisait longtemps. Je vous passe tout de suite un morceau, vous allez reconnaître, évidemment, tout le monde connaît ça. Ah mais oui. REM. REM. Ah ouais. Le morceau s'appelle Electrolyte. Mais oui. Ah non, Ça parle à tout le monde. Mais oui. Pas du tout. Mais alors moi, C'est vrai J'ai reconnu la voix de Michael Stipe, mais la chanson, je l'avais jamais entendue. Ah oui C'est un single de l'album qui est sorti cette année-là, qui s'appelle... et Shining Happy People, c'était Non, dans c'est cet plus vieux, album. ça. C'est pas le tigre ou Non, c'est New Adventure in Hi-Fi. D'accord. Non, moi, Le titre, c'est Monster. Ah pardon, ouais, c'est ça que je cherchais. Tiens, première question, que veut dire REM? Rapid Eye Movement. Ouais, bien vu, bravo. dédicace à Maxime, notre copain, qui a Ouais, fait un ouais, épisode, ouais. plusieurs épisodes d'ailleurs sur REM. Et j'ai d'ailleurs. pensé un peu à lui en écrivant toute la chronique. Ah, ce Maxime. Un petit bisou en passant. J'ai vu qu'il faisait des vidéos maintenant. Ouais, t'as vu, Insta, pour vendre qui sont, des. plutôt des sympa, une qui est ouais. plutôt sympa. Ah, il va avoir la grosse tête après, il va arrêter de Ouais, c'est dommage qu'il soit si vilain. Ouais. En 96, Lyonnais, en même temps. le groupe REM donc signe avec Warner Bros pour la coquette somme de 80 millions de dollars, soit le plus gros contrat Ah, bah, ils sont de l'industrie musicale à l'époque. C'est la fin. Ah, ouais. Je savais même pas. Vraiment non plus. Ouais, ce qui place le groupe là-haut, quoi. Et tiens, une petite question en forme de clin d'œil à l'ami Thierry Jourdain, invité de l'épisode 8 de l'Entrepode en nous rajeunit pas non plus, 2014. Ça nous rajeunit pas. Thierry, grand fan de REM devant l'éternel, il a même écrit, on peut le rappeler, un livre intitulé REM Remember Every Moment. Oh, joli. Mais il raconte aussi dans le privé 2 anecdotes assez improbables vécues par lui avec Michael Stipe dont tu parlais, le chanteur. Essayez de deviner lesquelles. Qu'est-ce qu'il a pu vivre comme situation Putain, il y en a improbable? plein quand même. Thierry Oui. Il s'est retrouvé aux toilettes avec Michael Stipe. Pas loin. Ah, il s'est fait pisser dessus, pardon. Il s'est fait vomir Dans le même hôtel. Il lui a préparé des truffes. Il Ils l'a ont traité de mangé. truffe. Il a mangé la truffe de Michael Stipe. Ils ont mangé dans le même restaurant, Non, mais on n'est pas loin. dans une salle de théâtre, Non, dans une salle de Ils ont spectacle, partagé la même Non, chambre mais et pas ça, ils loin. le savaient pas. non. dans les vestiaires d'une Allez. salle de spectacle. Au Non, cinéma. non, À l'époque, Thierry Non. était escort boy, je crois. Mais il est toujours, non? Ils ont peut-être. En effet, ils se sont croisés dans un une salle de lieu musculation. improbable. Un ascenseur. Oui. Thierry, le grand fan de Michael Stipe, de REM depuis toujours, il va voir une expo à New York. Ah, trop bien. Il prend un ascenseur. Il est avec Michael Stipe. Bah dis. Et il s'est quasiment fait pipi dessus. Il a moi, j'étais pas il a loin, en fait, hein. réussi à sortir un seul mot. Par contre, il a Comme Ludo tout à l'heure. Est-ce qu'il était en tête à tête avec un ange? En apesanteur. Et la deuxième anecdote se passe lors d'un concert de REM où Thierry est au premier rang, évidemment. Quel faillot. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il Il le regarde, il lui fait hey, C'était toi dans l'ascenseur. C'était avant. Et lui tend le micro pour chanter. Bravo. Et qu'est-ce qui se passe à ce Il s'est moment-là? pissé dessus. Il se pisse encore de... Si, il a dit un mot, mais Il s'est planté dans je les suis paroles. un des rares à avoir entendu ce passage parce qu'il a là été enregistré le live. Et on entend la voix de Thierry faire... C'est à mourir de rire. Il était tellement ému qu'il est complètement parti dans les aigus. C'est excellent.
Bref. Voilà, c'était la petite anecdote sur le groupe. Puis si on peut vanner les copains qui peuvent pas se On n'a défendre. pas besoin d'amis avec non, pas besoin d'ennemis avec ces C'est ça. Je peux tromper 1000 fois 1000 personnes, mais non, c'est pas ça. Allez, morceau suivant, toujours sorti en 1996. Là, Nico, tu vas me pisser dessus. Ah bah oui. Ah ouais. Rage Against the Machine. Ah ouais. Oui. Oh. C'était en 96. Cet album, oui. Cet album Bull qui s'appelle... Center Red. Ouais. Ah Ça, oui. c'est le nom du C'est morceau. 96. L'album c'était Evil Empire. Exactement. Exact. Oh, bravo. On l'écoute un petit peu. Non, on l'a pas celui-là. Ah ben on l'a pas. C'est jaune avec une personne, un gamin très Ouais, amusant. un super-héros. Ouais. On dit Zach de la Rocha ou Zach de la Roca? Moi je dis de la Roca, mais On dit Zach de la Roca. Zach. De la Rocha. Je sais pas. Bien, oui, en effet, on avait reconnu en fait. Rage Against the Machine, Bulls on Parade, c'était le morceau. Evil Empire, c'est le nom de l'album. C'est le deuxième album. 96, oui. Il arrive 5 ans après le premier en fait. Ouais. Je savais pas qu'il y avait autant 96. d'écart entre les deux. Moi non plus, ouais, tu vois, je vois pas Deuxième album de la bande à Zach de la Roca ou Zach de la Rocha Zach vous de le la remettez comme vous Rocha. voulez. Premier au classement US Billboard et 3 fois disque de platine. Sachant qu'un disque de platine c'est 2 disques d'or, sachant qu'un disque d'or c'est 500 000 ventes aux USA. J'ai déjà arrêté de compter. Combien les Rage Against the Machine ont vendu d'exemplaires d'Evil Empire? un gros paquet. T'as dit quoi? Bah, je l'ai dit vite exprès pour vous mettre dans l'embarras. 1 500 000. Non, c'est plus. Merde. 2 millions 500 000. Le prix, ouais, c'est 4 ça. millions 500 000. 3 millions d'albums vendus seulement aux États-Unis. 3 millions. Quand même énorme. Et vous connaissez sûrement l'anecdote. 195 francs. Est-ce que vous connaissez l'anecdote, oui, Nico, autour du tournage du clip Sleep Now Oui. in the Fire? C'est 3 ans plus tard, c'est en C'est 99. sur l'album d'après. Il a vraiment racontes dormi dans le feu. Sur The Battle of Los Angeles. Tu nous racontes l'anecdote sur le Alors tournage du clip? c'est le clip qui a été tourné improvisé devant Wall Street. C'est Ouais, ça, c'est tu veux ça. dire? Ouais. Et c'est la seule fois dans l'histoire de Wall Street que Wall Street a fermé ses portes. En tout cas, c'était la première Parce que- fois depuis 1929. Voilà, en tout cas, voilà, depuis l'époque depuis le crash. Ouais. Et donc, ça a fait un tel attroupement de foule et un peu de brouhaha, on va dire que les gens de Wall Street ont pris un peu peur et ils ont fermé. Ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé et on le voit sur le clip retrace un petit peu ça. Il y a Michael Moore qui se pointe, il y a le public qui. Pas que lui en plus, hein. Il y a Thierry Jourdain. Il y a Thierry Jourdain. Comme il voulait- on a eu la même idée. Et comme il voulait aller aux toilettes, ils lui ont fermé les portes. Il peut pas aller sur une il s'est pissé dessus. Alors, t'as raison, Nico. C'est pas que Michael Moore se pointe, Ou c'est lui qui tournait peut-être. c'est lui le réalisateur du clip. Ouais. Et juste pour rétablir un petit peu, ils ont demandé l'autorisation de tourner ce clip. Oui. Alors non pas à Wall Street parce que c'est compliqué, mais sur le trottoir d'en face. Et puis on leur a dit non, et puis ils sont quand même venus. Et puis c'est gaucho, ça devait être un peu confidentiel, sauf que le bouche à oreille a fait que vite il y a eu des centaines de personnes, y compris des gens qui travaillaient à la bourse new-yorkaise, qui sont sortis, et ça a fait un tel ramdam. La consigne de Michael Moore, c'était jouer quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. C'est pour ça que sur les images, on les voit, il y a les Ils jouent, qui les attrapent. C'est pas du tout. Ils continuent de jouer avec les flics qui les Pas du tout joué, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Bref, ça c'est l'anecdote de 99, mais nous c'est 96 qui nous intéresse. Alors 3 ans plus tôt, Rage Against the Machine se fait bannir à vie de la chaîne américaine NBC. Est-ce que vous savez pourquoi? Oh, ils ont montré leurs fesses. Un truc Ouais, comme ou leur- ça. Non, Je pense pas, c'est pas le genre de Non, raison, je crois Voilà, pas. Ils ont dit que le président était un enculé. Non, mais je sens que t'es en forme aujourd'hui. T'es pas loin. Le président de la chaîne, peut-être, ils ont fait tout un Non. diatribe contre la chaîne ou Non, contre ce que non, publie non. la chaîne. Non, Non. pas exactement. C'est un rapport avec l'invité ce jour-là. Ah, l'invité, c'était Donald Non. Ah tiens, j'ai oublié de cette anecdote. Le tournage de Sleep Now in the Fire dont on parlait juste avant. Il y a un moment, si tu fais une pause, tu vois dans le public un mec qui a une pancarte énorme. Trump 2020. Président. Oh non, arrête. Non, pas 2020, 2010. 2010. Ah oui, Ouais. Énorme. c'est marrant ça. Et ça a refait le buzz il n'y a pas très longtemps C'est parce énorme. que des gens ont ressorti ça. C'est très furtif. Ils ont jeté un verre d'eau à la gueule d'un politicien sur le plateau. Attends, pour être Non. condamné à vie, pour être banni à vie, donc ça doit être quand même pas. C'est pas anodin comme ça. L'invité était président, politicien. Ils ont insulté quelqu'un. Oui. Bill Clinton. Non, George Bush. C'est George Bush qui était à l'époque. non, mais Barack c'est plutôt le clan de George Où Bush. ils ont refusé de lui serrer la Dick main. Cheney, Ils ont refusé de le Je pense qu'ils saluer. lui ont pas serré la main en effet. Ils ont fait un doigt d'honneur. C'était un homme politique, une femme politique. Un homme politique, c'est pas un nom hyper connu, mais si quand même dans le milieu des médias par exemple.
Warren Buffett. Quand ils l'ont vu, ils lui ont fait fuck you, I won't do what you tell me. Je n'étais pas spécialement heureux de jouer ce jour-là, on va dire. I won't do what you told me. Ah non, j'allais dire. Ça. Alors attends. Donc prévu pour jouer. Un gouverneur. Oui, en tout cas, quelqu'un qui avait eu des intentions. Schwarzenegger. Non. Non. Pas à l'époque. Quelqu'un qui avait des intentions de faire de la politique, qui était donc une personnalité médiatique connue. Oui. Qui s'est présenté aux élections après. En tout cas, qui a voulu se présenter aux élections. Je me rappelle plus. Un candidat à l'investiture républicaine. Est-ce que l'invité leur a dit quelque chose pour la Le présidence. politicien leur a dit quelque Non, chose c'est plus l'idéologie l'attitude. qui était. Pour la présidence, c'était pas Ross Perot? Non. Non. Oh, c'est vieux ça, dis donc. Bah, je vous raconte l'histoire. Parce que là, jouer deux morceaux dans l'émission Saturday Night Live, donc tout le monde connaît. Le groupe se voit censurer des paroles par l'émission. Et n'a pas le droit de mettre le drapeau américain à l'envers sur ses amplis comme ils le font habituellement en concert et dès qu'ils sont filmés, quoi. Et surtout, l'invité du soir n'est autre que Steve Forbes, candidat à l'investiture des Républicains cette année-là. Et empêché de censurer et empêché de jouer, le groupe ne joue pas le deuxième morceau et débarque pour saccager la loge de Steve Forbes. Ah ouais, ils sont rebelles quand même. Ce qui vaudra le fait d'être banni à vie de la chaîne NBC. Jusqu'à ce qu'il revienne 10 ans plus tard pour un numéro anniversaire. Tiens, le prochain album, vous allez tenter de deviner. Je vais pas le lancer le morceau tout de suite. Premier indice, c'est un premier album pour ce groupe. C'est un groupe donc. Oui, c'est un groupe qui sort un premier album en 96. Gorillaz? Non. Radiohead? Non. C'est un groupe français? Non. Anglais? Anglais. Non plus. Non, américain. Alors. Oui, américain. Ok. I'm okay. Plutôt Offspring. Non, c'est plutôt Offspring. Non, c'est avant. Pop, folk ou plutôt pop, on peut dire, mais pop, rock. Gros succès. En tout cas, oui, gros succès. Linkin Park des Bulls, c'est son premier album et non. Deuxième indice, oui. C'est la toute première signature du label DreamWorks de Steven oui, je sais. Spielberg. Les Hills. Ouais, bien vu. L'album s'appelle Novocaine for the Sun. Non, ça c'est le morceau. Non, et écoute, c'est avec les gros yeux, les gros yeux, et je me souviens pas du titre. Je vous l'ai ramené, Nico, si tu veux bien. Ah oui, beau ton vinyle. Beautiful Freak. Beautiful Freak, voilà, c'est le titre de l'album. Et tu l'as dit, Nico, le morceau que je vous passe tout de suite, c'est Novocaine for the Soul. Premier morceau du premier album et un énorme carton. Ça parle à tout le monde? Oui. Non. Non. Je me souviens parce qu'à l'époque, il y avait tout. Enfin, ils avaient vendu tout. Je me souviens vraiment de ce truc-là. Je l'avais écouté en bord de Fnac, celui-là, notamment. Hills. Énorme tube à l'époque. Ouais, Mon troisième indice, c'était la pochette montre une petite fille aux gros yeux. Vous l'avez déjà trouvé. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu sais, parce que c'est que j'ai pas ils ont fait je sais pas, entre 15 et 20 albums depuis. Ah oui, tu vois, je sais pas du tout suivi pour le coup. Et pour l'anecdote, nous les Rouennais, on aurait pu les voir à l'Exocet. Ce serait dû être le dernier concert de l'Exocet. Et ça a été annulé pour je ne sais plus quelle raison. Okay. Du coup, il n'y a pas eu de dernier concert à l'Exocet. Ok, d'accord. On change de registre, mais très très gros succès commercial pour le disque à venir. 7 millions d'albums vendus seulement aux États-Unis. Oh vache, en 96. On va voir si vous connaissez bien ce disque. Ce dernier contient 2 reprises. Est-ce que vous voyez où on va? Alanis Morissette. Surprise. Allez, je vous passe le morceau. Ah oui, Fujis. Ouais. Lauryn Hill. Non, c'est Fujis. Oui, mais avec Lauryn Hill. Oui. Fujis. L'album s'appelle The Score. The Score, ouais. Le morceau qu'on écoute, c'est Ready or Not. C'est 7 millions d'albums aux États-Unis. Juste aux États-Unis. Ouais. C'est combien je vous ai dit pour Rage? 3 millions, donc c'est plus. C'est là où il y a Killing Me Softly. Ouais. Exactement. Ça, c'est la première reprise de l'album. Il y en a une deuxième. Est-ce que vous vous souvenez de quelle est la deuxième reprise hyper connue de l'album? Bah oui, c'est pas un album que j'ai écouté moi ça. Donc, à part Killing Me Softly, mais parce que je l'entendais à la radio, mais c'est pas un album que j'ai écouté. Ready or Not, non, tu la connaissais pas? Oui, non, franchement. Roberta Flack pour Killing Me Softly. Ouais. Quelle est la deuxième reprise de l'album des Fujis? Cet album, The Score. No Woman No Cry. Ah ouais, oui, mais incroyable aujourd'hui. On Fire. Mais qu'as-tu mangé? Fire.
Je mange des Maoman qui piquent. Je crois qu'elle lit à fond, on est en télépathie. Carrément. Non, mais c'est une des plus No reprises Woman, No aussi. Cry. Évidemment. Vachement aussi, les Fujis. Oui, j'aimais bien, moi. Les Fujis, grand disque de 96, qu'on aime ou pas, hein, c'était un succès énorme. C'était sympa. Ensuite, c'est le carton, je termine par ça, le carton de l'année 96. Et quand je dis carton mondial all time. Bien sûr, vous savez déjà de Michael quel disque Jackson. on parle. Non, pas du tout. Céline Dion. Ça Céline Gone the Bean. Non. Alors attends, alors Un américain. phénomène mondial. Un phénomène C'est mondial américain. Wham. Non. C'est toi un phénomène américain carrément. Non, Wham. Un phénomène américain. Non. mais c'était Ah, français? Non plus. Non, pas français. mondial. Allemand. Anglais. Anglais, Forcément anglais. anglais. Ah, anglais. C'est. Oasis. Non. Non, c'est les Beatles qui sont forts. Mais oui. Non. Les Blurs. Mais non, il a dit qu'il n'y avait pas Blur tout à l'heure. Mais non. Un phénomène mondial. Blur, Voilà. Attends. Les Et Beatles, les Spice Girls, les Spice Girls, évidemment. J'ai pas compris ce que t'as dit, mais il m'a tellement hurlé dans l'oreille que j'ai pas entendu ce que t'as dit, mais J'ai dit, je retrouvais pas le nom, j'ai dit les gonzesses. Bravo, Les minettes. On va encore se faire pourrir sur les réseaux, bravo. Christophe sort de ce corps. Les meufs là. Et en plus, Juliette, elle nous en a mis. Moi, je préférais Ludo. Hein. C'est J'ai regardé le super clip. chaud à chanter J'ai ça. regardé le clip pour les besoins de l'émission. Ah ouais, Ah, ouais, ça. Tu t'es touché pour les besoins de l'émission aussi. C'est Melby là, non? Il y avait Mel B, Mel C, Merci. Machine Jerry Halliwell, Melrose Victoria Beckham. Victoria. Oui, mais elle avait un nom, Il elle. me manque la cinquième. La bitch. Posh Girl, ouais. Post Spice. Posh Spice, ouais, c'est ça. Vous connaissez une autre chanson des Spice Girls? Oui. Oui. Pour les besoins de l'émission, j'en ai écouté. Vas-y. Non. Ah oui. il y en a eu Ça fait Otari là. Bah, c'est dans le même album, hein, cette chanson-là. De la boîte là. Les mouettes. La moitrieuse. C'est Otari tout à l'heure. Voilà, je vous ai présenté 5 grands disques de l'année 96. C'est tout, on en veut d'autres. C'est quoi ça? Oh là là. Oh, la truc de Nico. J'ai foutu mon bras dans la bouche. On dirait que tu vas Mais faire c'est de la merde. Non, c'est Cloug. Elle a plein de clous sur la T'en as Oui, aussi, dis-nous. t'en as aussi au-dessus du sein gauche. On en a partout. On dirait que t'as. Pardon. Oh, Arnaud a hésité à frotter lui-même. Tout. Allez, pour finir, un petit jeu, un petit quiz. Oui, on en veut, on aime bien ça, nous. Alors, un bonus blind test. Ah oui. Ouais, vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer. Oui, grâce à notre Ford C-Max à voyager dans le temps, nous pouvons venir vérifier qui a donné la bonne réponse en premier. C'est incroyable. Il n'y a que l'entrepote, d'ailleurs, que vous verrez ça. Allez, c'est parti, Nico, le point est pour toi. Oh là. Ah bah oui, Korn. Oh, Adidas, j'ai dit le titre. Oh, qui veut dire? Tu t'es All fait day, quoi I dream All about day, sex. good. Dream about sex. Je vous donne un point chacun. Allez. C'est marrant comme je suis passé à côté de certains trucs, mais de malade. Bah non, mais après, tu sais, c'est. bah ça oui, c'est Bon, pas ton nous, univers, on hein, a je pense. baigné dedans. Ouais. Moi, je Bah, baigne c'est encore ça, dedans ouais. même. Fucking names. J'adore comme. Néo-métal. Allez, morceau suivant. Là, Arnaud, peut-être tu peux te rattraper. Reluctantly crouched at the starting line. Ah, je connais ça. Moi aussi. Pumping and thumping in time. Ah, je connais ça. Green light Tout le monde flashes, connaît. flag Bah la voix oui mais turning and burning. Burning. The yearn for Putain. Ah oui, c'est Cake. Cake, mais oui. Bravo, Nico. Oh là là, mais oui, c'est quand même incroyable. On avait l'album. C'est horrible là. Je ne connais Le morceau s'appelle The Distance. Excellent. Et non, le morceau s'appelle The Distance et l'album Fashion Nuggets. Fashion Nuggets, super album. Super album Il y a une de reprise de 96. Gloria Gaynor reprise là-dessus, c'est la I Will I Will Survive. Survive. Excellent. Ah oui, d'accord, le Oui Survive, je connais. Super, Ok, ça. d'accord. Parce que j'allais dire, je connais pas le groupe. on découvre des morceaux. Ouais. Très bon groupe, très bon morceau. Voilà, très bien. L'Anthropode. Le suivant, des recos. c'est un premier album là encore qui a lancé un groupe mondialement connu. Ok. Skunk Nancy. Non. Merde. Elle va nous le dire, Didouille. Ouais. Attends. Non. Tu vas reconnaître la voix. Non, parce que là. Ah oui.
Oui, ils appellent. C'est pas Garbage, non? Non. Non. Premier single de Garbage, premier c'est album. Je connais la voix. C'est Placebo. Bah oui. Ah voilà. Putain, mais oui, mais il a plus. Ah, la C'est voix. ça la voix de Brian Molko. La voix. Ouais. Il a la voix hyper aiguë par rapport à maintenant. Hein. Ah, Ouais, mais on si. reconnaît son. Ah ouais, le côté Nazia. Très bon morceau du Bah, premier j'ai album de hésité entre Placebo. une femme et un homme, moi, c'est te dire. Ouais. Bah, il a joué beaucoup là-dessus aussi. Hein. Oui, bien sûr, je le crois que côté c'est une androgyne. Limite à la Vas-y musique, Ludo, je sais. tu peux y aller. Oui, un peu, ouais, t'as raison. T'as raison. Ah mais oui. Oh putain, oui. Ah, Baskin. Skunk Anansi. Ouais. Skunk Anansi. Ouais. C'est Skunk Anansi, le nom de la chanteuse avant le groupe. Tu sais, on a tort d'avoir raison trop tôt parfois. Mais parce que ça correspondait à la période en plus, tu vois. Ah bah c'est 96. Hein. C'est carrément ça. Parce que je me souviens, on était. Bon, chez Didouille, tout ça, on avait l'album. Et je le mettais en boucle, On j'adore. trouvait des Il thèmes y a là-dessus, 30 ans, vous connaissiez déjà? Ah oui, Ouais, c'est fou, hein. parce qu'on est jeunes. Je laisse le refrain. Ah ouais. Celle que je préférais, c'était. Parce que celle-là était. Oui, ta gueule, on s'en fout. Comment s'appelle leur méga tube justement de Anérisme. Non. Si, Oui. Adonisme. Hédonisme, c'est celle-là. Hédonisme. Ah oui, non, c'est pas ça alors. Non. C'est celle-là. Je pense que leur méga tube, c'est celle-là. Ouais, je pense aussi. Ah non, il y en a qui qui est plus un peu Non, il y en a général. une qui carrément, c'est ce que je préférais, moi. t'envoie la purée là. Bon, on regardera après. Allez, un dernier morceau. Je pense que Nico gagne largement. Oh oui. Peut-être vous, dans votre voiture, vous gagnez. On le saura après. C'est parti. Björk. Ah, ça. Ah oui, ça aurait pu. Ouais. Non. Oui. Kim. Nick Cave, Kylie Minogue. Kylie Minogue. And the Wild Rose. Nick Cave, oh, super. Where the Wild Rose. Ouais, c'est ça. Avec un super beau clip en plus. Énorme morceau. Superbe clip, t'as raison. Avec la dame. 96. La femme dans l'eau. Dans Ça le- fait c'était déjà 30 magnifique. ans ça. Ouais. Oh la vache. Super beau. Alors on reconnaît bien la voix. Ah bah oui. Superbe. She steadies and smiles. Her lips with the color Encore. of the roses. Voilà, c'est la fin du jeu. Je Presque voulais dire là. I Can Dream. Je voulais chercher oui, plus. C'est I Can I can Dream. dream. Oui, I t'as can raison, dream. t'as raison. Mais je pense que ça, si tu regardes sur ta plateforme d'écoute, il y a moins d'écoute que celle qu'on a écoutée. Ok, d'accord. Je pense. Allez, remballe ta chanson là, s'il te plaît. T'as failli lui baiser un effet là, sinon il avait prévu tout un petit dialogue avec Nico là, t'as failli lui pourrir. T'as cassé tout. toi. Ah, mais c'est la même Tout chose. va bien, tout va bien. Allez, on remballe tout. Et puis nous, Nico, on embarque, on y retourne. Où ça? Vers le Japon féodal? Ah, tu nous fais chier avec tes conneries. Allez, attache ta ceinture. Ok. Ah, allez, on y va. Oh les Ah, merde. Attends. Allez, cette fois, on y va. Ah, merde. Extraordinaire. Oh là 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 là, il y a des effets spéciaux. On est mieux pour faire de la fiction, de la fiction sonore. Hein. Monique Frizou aux effets spéciaux. Ah, c'était les. Pourquoi une femme? Sa merde, c'est une femme. C'était un petit clin d'œil à Jérôme Commandé. Et comment? Merde, je voulais dire un truc. Tu crois pas s'il vient dire ma voiture a démarre plus, elle fait à peu près ça en fait. Ah merde. Il faut que je regarde demain. Attends, je vais réécrire, je vais J'aimerais bien remplacer que le Ford tu peux me C-Max remplacer par une 3008 qui roule plus. Écoute, merci Freddy, t'es vraiment cool. Et effectivement, il y a des trucs, j'arrivais pas forcément à les placer à cette période-là, tu vois. Certains trucs. Ouais, 30 ans, 96. Eh ouais, Attends, ça pique. Ça fait peur. Hein. Ça pique. Eh ben, on va enchaîner avec moi-même, très simplement. Avec. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Dago, dago, shabou, dadoudi. Le fond de tiroir. Et donc cette fois-ci, encore une fois, dans mes fonds de tiroir, je vais aborder des sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai pu voir récemment. Le Japon féodal. C'était drôle ça. Petit con. Bref. Et je vais rester dans un sujet qui va être assez consonant avec ce que j'ai pu aborder la dernière fois, parce que la dernière fois j'avais parlé de Zeal and Ardor, le groupe de métal suisse. Et là, vous prenez Ardor, vous changez une lettre et vous allez tomber sur Andor, la série que je vais aborder aujourd'hui, la série télé dans l'univers de Star Wars.
Alors ne partez pas, si vous n'aimez pas Star Wars ou même si vous ne connaissez pas. Je crois que j'ai quelqu'un à ma gauche qui est pas du tout un expert de Star Wars. Jamais vu. Donc et c'est pas grave justement. Enfin c'est pas grave. Donc on change. Et il se passe quelque chose. On donne un bout à l'autre de la table. Ah ouais. Là, magnifique. Vous êtes trop près? Magnifique. Oh waouh. On voit les artistes à table, c'est magnifique. Ah ouais, ça marche. Un filtre, mais en vrai. Attends, je vais essayer un truc. Et donc oui, pour revenir sur ce sujet-là, donc Andor, en fait, finalement, c'est une série qui est un petit... Putain, mais elle casse toute la poésie là, du moment. Ah pardon, Didou nous fait des trucs. Ah mais moi ça me fait rire, c'est pas grave. Elle vient de faire un doigt dans le photo, en fait. Moi je fais un cœur, joli quoi. Ça marche, hein. Pareil. Hein. Ça fait tout pareil. Et pourquoi tu l'as fait sur Ludo? Laisse, tu sais, Virginie, j'ai besoin de me confier un peu. On va faire un groupe de parole à la fin. Et donc oui, Andor, ce que je disais finalement, c'est une série animée, une série de pas du tout animée d'ailleurs, parce que Disney a fait pas mal de séries animées justement. Et Andor, c'est un peu un ovni finalement dans le fonctionnement de Star Wars, puisque quand c'est arrivé sur Disney+, beaucoup de personnes s'attendaient à une série dérivée de plus, comme parmi tant d'autres. Il y en a eu plein. Il y a eu le Mandalorian, il y a eu l'histoire de comment il s'appelle, Obi-Wan Kenobi. Enfin, il y en a eu plein qui sont plus ou moins avec succès, plus ou moins relous et de plus en plus relous d'ailleurs à mon goût. Et puis Andor, ça n'a pas capitalisé complètement sur la nostalgie qu'on avait de Star Wars justement. La série a pris un peu tout le monde à revers, puisque il n'y a pas de Jedi. Il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de fanservice, on parle pas du tout de choses, je dirais, que les fans ont envie de voir. C'est une plongée frontale, finalement, dans la naissance d'une rébellion, quelque chose de froid, politique, humain. Oui, Ludo ? Tu fais plein de gestes, en fait. Mais Ça vous emmerde ce que je raconte, en fait ? Non, nous on écoute, regarde avec Didouille. Heureusement qu'il y a des femmes assez de table pour t'écouter. Le cœur avec mes oreilles. Moi, j'en fais pas des caisses, mais j'écoute. Ouais, je vois ça. Merci, mon Arnaud. Merci, les filles. T'as un truc à lui demander ? Un Doliprane, non? Et donc finalement, Andor, c'est Star Wars sans la mythologie mystique, avec une idéologie, un peu de la lutte sociale et un prix à payer pour la liberté. C'est quelque chose d'assez engagé finalement, Andor. C'est quelque chose de presque gauchisant d'une certaine manière, mais pas tout à fait. En fait, voilà, ne vous faites pas peur non plus. Il n'y a pas de wokisme partout, etc. On est très très loin finalement d'une approche assez manichéenne qu'on peut trouver habituellement. J'en avais parlé à Ludo justement, et toute proportion gardée, je trouvais que ça me rappelait un petit peu ce que tu avais présenté, Ludo, dans Une bataille après l'autre, avec les deux camps qui s'opposaient, et puis finalement dans chaque camp des gens qui font des actes, je dirais dans le sens où ils vont, mais finalement qui peuvent être paradoxalement assez contre-productifs pour certaines personnes, en disant est-ce que le jeu en vaut la chandelle, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout pour défendre une cause, etc. Et on le retrouve aussi dans Andor pas mal de fois, avec des choix qui sont assez compliqués, avec régulièrement un protagoniste qui se demande justement, Andor, c'est le nom du protagoniste, Cassian Andor, et qui se demande si la fin justifie les moyens. Et un peu tous les gens qui sont autour en disant mais finalement oui, la rébellion très bien, mais finalement pourquoi on fait tout ça en fait, à quoi ça rime, est-ce qu'on doit en passer par des sacrifices, par des boucs émissaires, par toutes ces choses là en fait. Et finalement on est très très loin de l'univers un peu édulcoré de Star Wars, qu'on peut avoir un petit peu le bien contre le mal, et puis finalement il y a des enjeux, mais là c'est un petit peu, je sais pas si vous avez vu le film Un village français qui était sorti il y a une quinzaine d'années. La série, ouais. Le film, pardon, excusez-moi. La série, justement, qui montrait finalement ce qu'était un village français pendant la guerre. Parce qu'on a souvent tendance à dire on est ou résistant ou collabo, quoi. C'est un peu les deux trucs. Moi, pendant la guerre, j'aurais été résistant. Voilà, c'est un peu souvent ce qu'on entend. Et en fait, on se rend compte. J'aurais été collabo. Voilà, mais on savait. J'ai pas voulu te pointer du doigt, mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui étaient ni l'un ni l'autre et qui se contentaient de vouloir survivre, en fait. Et ça montre un petit peu ça, c'est-à-dire que dans Star Wars, il n'y a pas que l'Empire d'un côté et les rebelles de l'autre. Il y a aussi tout un tas de gens qui sont pris dans des enjeux, qui essaient de survivre, et puis des gens qui se demandent, qui se posent, qu'est-ce que je dois faire pour le bien de ma famille, pour le bien de moi, pour le bien de tout l'univers? Est-ce qu'il vaut mieux que je m'investisse ou que je reste dans mon coin planqué? Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve. Et même du côté, du côté entre guillemets plus ou moins du bien, si on doit le dire comme ça, des rebelles en tout cas, est-ce qu'on est prêt à tout pour une rébellion, aussi légitime soit-elle? Et même du côté de l'Empire, qui a plutôt une tendance fascisante, on va pas le mentir, on se retrouve avec des gens qui, sans les excuser, se retrouvent pris dans une machine qui les dépasse en fait. Et une fois qu'on est pris dans l'engrenage, on n'arrive plus à en sortir. Et même si on est effectivement des fois à se poser des questions et qu'on se dit je vais être un boulon qui va sauter, et tant pis, maintenant où j'en suis, je peux plus venir en arrière. Et vous voyez finalement quand je vous parle de tout ça, c'est pas forcément du Star Wars en fait. Ça se déroule dans l'univers Star Wars parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement connu mondialement.
Mais c'est quelque chose qui a pu déboussoler pas mal de monde parce qu'effectivement c'est une série qui est assez sérieuse en fait, voilà, pour dire les choses clairement, et qui est pas hyper joyeuse. Donc, pour revenir finalement à la série Andor, elle se déroule 5 ans avant les événements du film Rogue One. Alors je sais pas si vous connaissez Rogue One. Rogue One qui est le film qui amène à un nouvel espoir, qui est comment les rebelles ont découvert les plans de l'étoile noire. Donc tout ça en fait, comment finalement les plans de l'étoile noire se sont retrouvés chez les rebelles. Et Andor, c'est comment Cassian Andor, depuis son enfance, se retrouve à devenir un des fers de lance de la rébellion, et comment il s'est retrouvé finalement là un peu par hasard, par plein de concours circonstances qui l'ont amené à devenir cette personne là en fait. Donc ça fait un peu de background par rapport à tout ce qu'on a vu par le passé, et ça se justifie. Des fois on peut dire ouais on délaye la sauce pour dire des choses, mais je trouve que l'histoire qu'il raconte elle est hyper intéressante. Enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup plu. Donc ça raconte justement la transformation de Cassian Andor, un homme ordinaire, en véritable agent de la rébellion. En fait, Cassian Andor finalement c'est un survivant qui a été marqué par son enfance sous une occupation impériale. C'est un mec qui vit de petits trafics, qui cherche avant tout à se protéger lui-même, hein. Il est très égocentré comme personnage au début de la série, il en a rien à foutre des autres, il n'a pas d'idéologie, pas d'engagement politique, et finalement c'est un incident sur la planète Ferrix, pour la citer, qui l'oblige à fuir et qui attire l'attention de rebelles clandestins. Et en fait, c'est là qu'on va commencer à dire, ce petit personnage-là, qui en a un peu rien de foutre de tout, il a l'air d'être assez débrouillard, ça peut être un agent qui peut nous être, si on arrive à l'enrôler, il va bien nous servir. Et il se retrouve finalement à être recruté par Luthen Rael, et qui est l'acteur qui joue aussi, c'est un de la famille Sasgard. C'est le paternel qui joue le duc, l'empereur, le baron Harkonnen dans Dune, et qui est très charismatique dans ce truc-là, et qui est un personnage hyper ambigu dans Andor, qui est l'organisateur secret de la rébellion, et il participe à une opération de braquage contre l'Empire, Cassian, et non par conviction mais par de l'argent. En fait on l'appâte par l'argent, lui s'en fout, hein. Il dit, en gros il est un peu en mode mercenaire, hein. Moi tout ce qui peut me rapporter j'y vais. Et cette mission marque son premier contact avec la lutte organisée contre le pouvoir impérial. Et en fait en trame de fond on a effectivement l'Empire comme un système qui est administratif, oppressif, obsédé par le contrôle, des fonctionnaires impériaux qui traquent les dissidences, pendant que des sénateurs comme Mon Mothma, alors Mon Mothma ça va peut-être vous parler si vous avez vu des Star Wars, mais qui est une sénatrice justement qui va vers la rébellion, hein, qui tentent eux de financer en secret la rébellion au prix de lourds compromis personnels. Et c'est ça en fait, c'est qu'on se dit je détruis un peu ma famille, mais au détriment, enfin au profit pour la cause collective, de quelque chose qui me dépasse en fait, voilà. Et à un moment, accusé à tort, Cassian se retrouve envoyé dans une prison impériale ultra réglementée, et il découvre un système qui est fondé sur la déshumanisation et la peur. Cette expérience qui est radicale lui fait comprendre que personne n'est réellement neutre sous l'Empire, et en fait il y a cette espèce de déclic, et la révolte collective des prisonniers devient un moment clé de sa transformation. Il se rend compte que à partir du moment où on arrive à se fédérer, à travailler ensemble, eh ben on peut finalement se retourner contre un système qui nous paraissait impossible à ne serait-ce que à faire bouger, quoi. Et donc il y a une prise de conscience finale à la fin à sa libération. Il se retrouve pas en simple fugitif, il comprend que lutter est désormais une nécessité, pas un choix moral abstrait. Il accepte l'idée que la rébellion implique des sacrifices, et c'est la perte de l'innocence pour lui, et parfois des décisions moralement discutables, mais qu'il est prêt à accepter, quoi. Et donc vous voyez là-dessus, on est quand même très très loin du côté un peu disneyen qu'on peut avoir, qui a été un peu reproché aussi aux séries précédentes de Disney, de dire oui tout le monde est un peu gentil, etc. Alors il y a des morts mais on les voit jamais trop, etc. Là il y a des choix qui engagent des moments où on a un peu quand même, je dirais pas la mâchoire qui se décroche quand même, mais c'est quand même c'est impliquant, quoi. La série, en fait, comme je disais, c'est un préquel de Rogue One, qui est centré sur Cassian. L'ambition affichée, c'était de demander comment on devient rebelle et pas comment on devient un héros. C'est ça en fait, c'est que finalement la série s'appelle Andor parce que c'est celui qui va déboucher sur le film derrière, mais au final il y a c'est un film assez choral en fait. Il n'y a pas un personnage finalement. Andor, on le voit, mais parmi tout un tas de personnages qui sont tous très bien écrits. Enfin moi j'ai trouvé en tout cas, il y a un côté vraiment intrigue politique, où sur 2 saisons on arrive à bien voir les ficelles qui se mettent en place, les tractations. Je vous ai déjà parlé de ma série préférée qui est À la Maison Blanche, on n'en est pas non plus à ce niveau-là, mais on a quand même ces espèces de tractations, de stratégies, de coups bas, de choses comme ça, où on se dit en fait c'est des coups de billard à 3 bandes, où pour arriver à ça il va falloir sacrifier un tel pour que machin ça fasse par effet domino, et qu'au final on arrive à en retirer les sujets comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment assez bien écrit. Moi Andor ça fait penser à Ludo à table après 22h. Après 19h tu veux dire? Après 14h. Enfin Ludo quoi, pas tout le temps quoi.
Vous êtes vraiment méchant. Tu dis quoi 22 heures pour être sympa. Et donc le showrunner, c'est Tony Gilroy, qui a imposé une écriture politique, adulte, qui est inspirée de régimes autoritaires réels et très éloignée du space opéra classique. C'est-à-dire qu'on est très terre à terre là-dessus. Voilà, il y a des voyages quand même spatiaux, hein, on va pas se raconter l'histoire, mais c'est quand même très très loin de ce qu'on peut connaître habituellement. Donc Cassian Andor, c'est un anti-héros qui est en construction, on le voit se construire en fait. C'est pas un élu. C'est pas comme dans Matrix, on dit c'est quelqu'un, il fallait qu'il arrive et puis tout le monde le reconnaît dès qu'il arrive quoi. Non, Cassian Andor, c'est petit à petit qu'il fait ses preuves et puis au bout d'un moment on dit bah oui, ce mec-là, oui, il a le charisme, mais lui-même le refuse un petit peu et puis il a un potentiel. Exactement, comme je disais, ouais, c'est ça. Parce que justement, c'est sa vie de survivant qui l'a endurci, qui lui a fait une carapace, mais c'est aussi un menteur. C'est un voleur, c'est un homme sans cause claire au départ, donc on est loin de dire c'est la personne sans peur et sans reproche, le chevalier blanc qui attend de se révéler aux yeux de tout le monde, quoi. Loin de là. Et donc son arc narratif est très intéressant. Enfin, moi je l'ai trouvé important, avec une question qui est assez simple, c'est à partir de quand l'inaction devient une forme de collaboration. C'est le fait de se dire, il a eu un déclic en se disant, comme je disais tout à l'heure par rapport à un village français, c'est de se dire, à partir de quand on dit, moi je m'intéresse pas à la politique, ou je suis ni de droite ni de gauche, ou machin, des choses comme ça, finalement c'est aussi un choix de pas s'engager d'une certaine manière, et un non-choix, c'est un choix d'une certaine manière aussi. Donc c'est tous ces questionnements qu'on peut avoir. Et donc il passe... Enfin, il a des questions qui se posent souvent quand comme je disais tout à l'heure, hein, quand on se dit, moi pendant la guerre j'aurais été résistant, forcément, sauf Arnaud bien sûr. Et donc, il passe par plusieurs états, la fuite, le cynisme, la contrainte, la prise de conscience, puis l'engagement. C'est un peu à Han Solo finalement. Il y a un petit peu de ça, effectivement. Oui. Tu as raison, c'est un peu ça. C'est un peu Bruno Solo aussi. Il y a un peu de ça. Pour d'autres raisons, mais on n'abordera pas les sujets qui fâchent. Et donc, la série montre que la rébellion, c'est pas romantique. C'est pas le côté, moi je vais être un rebelle, voilà, tout va bien comme il faut. Non, c'est sale, c'est dangereux et c'est moralement ambigu. Et ça veut pas dire que la rébellion, elle est montrée comme quelque chose de négatif non plus. C'est pas orienté dans le sens... Alors regarde, justement, les grandes multinationales qui voudraient faire une série pour démontrer que les rebelles, c'est que des gens qui sont des pourris, etc. Non, justement, c'est encore fois pas, comme on disait tout l'autre jour, comme Warner qui fait un film comme une bataille après l'autre, quoi. Il y a cette approche-là qui existe. Et donc la série se termine sur Cassian qui est prêt à s'engager totalement, annonçant l'homme qu'on verra dans Rogue One, que j'ai revu par la suite justement, et je trouve que tout se fait très bien parce que dans Rogue One on arrive à comprendre des choses que moi j'avais pas forcément, enfin on s'en fout en fait, mais quand on a vu la série avant on se dit ah ouais donc ça c'est pour ça c'est pour ça, etc. On arrive à mieux comprendre comment tout s'imbrique. Et donc, comme je disais, Andor, ça raconte pas la naissance d'un héros mythique, mais celle d'un révolutionnaire forgé par l'oppression. En fait, c'est quelqu'un c'est un état de réaction par rapport à ce qu'il vivait. Et donc, comme je disais, c'est une série profondément politique. Hein. Donc, si vous voulez juste voir des batailles spatiales et des choses comme ça, c'est pas passer votre chemin, vous risquez de vous ennuyer. Et l'Empire n'est pas montré comme une caricature du mal. On n'est pas du tout dans les grands méchants, etc. Mais c'est montré comme finalement une administration, une bureaucratie, une machine froide et méthodique. Voilà. Ils s'embarrassent pas des humains en fait, des personnes. Ils sont pas, dans l'absolu, ils sont pas forcément méchants en tant que tels. C'est qu'ils ils se posent pas la question. Vous savez, c'est un peu comme à une époque quand les films sur la Deuxième Guerre mondiale où on déshumanisait les prisonniers on les mettait dans des fichiers avec des numéros pour pas penser que derrière ce sont des humains en fait. Et on se sentant moins coupable parce que sinon on aurait une culpabilité qui pourrait rentrer en jeu. Donc ça là, me rappelle l'administration publique. Tu dis, on peut le dire, Christophe est pas là. Mais voilà, en fait, et effectivement, c'est très 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 inspiré et c'est assumé que ça s'inspire du totalitarisme, des régimes policiers, de la surveillance de masse, et puis toute ressemblance avec la période actuelle est bien sûr fortuite. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit que à laisser faire certaines choses, les dérives autoritaires sont quand même pas loin. Et alors je sais plus comment, il y a une phrase qui dit ça, c'est le pire, c'est pas ceux qui ont agi pour l'oppression, c'est ceux qui ont laissé faire en fait. Et c'est vrai que c'est une approche qui est assez intéressante de se poser, en tout cas moi qui m'interpelle. Donc on a des personnages clés, donc Mon Mothma dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la politique qui est contrainte, la personne politique qui est contrainte, qui est dans un compromis permanent entre le bien, le mal, etc. Et puis Luthen Rael, lui c'est la radicalisation assumée, donc il est joué par Stellan Skarsgård, donc lui il incarne l'idée la plus dérangeante de la série d'une certaine manière. Pour vaincre l'Empire, il faut parfois devenir ce que l'on combat. C'est-à-dire qu'il faut jouer les mêmes jeux que l'adversaire. Il faut être aussi pourri que lui si on veut y arriver. Il y a un moment, il n'y a pas de compromis. Ce qui, des fois, peut se retrouver aussi dans certaines politiques où on se dit, quand on est du côté des extrêmes, des fois, les discours ne sont pas si différents que ça d'une certaine manière.
Et donc il a notamment un monologue sur le sacrifice qui est un des moments les plus importants et les plus glaçants finalement de la série, même de tout Star Wars en fait. On se dit, c'est vrai qu'on entend ce genre de choses là qui est assez inquiétant. Et donc je vous ai dit tout à l'heure l'arc de la prison qui est hyper important dans la série. Moi je trouve que c'est un des arcs narratifs qui est le plus intéressant d'une certaine manière. Il aborde les thèmes de la déshumanisation par le travail, le contrôle par la peur, l'illusion du mérite, l'oppression systématique avec un peu les capots, vous savez, qui ont un petit pouvoir et puis qui se retrouvent finalement à devenir des pires que les matons finalement d'une certaine manière en fait, effectivement. Et on voit toutes ces articulations qui viennent en marque, avec notamment un personnage qui est assez marquant qui est Kino Loy, qui est joué par Andy Serkis. Andy Serkis qu'on voit rarement en tant qu'acteur, c'est celui qui fait souvent de la motion capture, qui jouait Gollum, qui jouait le chanteur d'Indochine. Exactement. Il a demandé à la lune et puis il s'est retrouvé. La lune d'Andorre, tout est c'est bon. Et donc finalement cet arc là, c'est là qu'on voit que Andor arrête de subir et qu'il comprend que le système ne se réforme pas, il se renverse. Voilà. Donc j'ai trouvé très intéressant. Moi je trouve une mise en scène assez inhabituelle dans Star Wars, comme je disais tout à l'heure. C'est essentiellement des décors réels. On a très peu de CGI et de choses comme ça, enfin d'effets numériques rajoutés. Donc on a beaucoup d'humains et les CGI donnent l'impression de concret. En fait, on n'est pas du tout dans quelque chose qui fait. Justement, on parlait tout à l'heure un peu d'Avatar où on sait que c'est un monde qui n'existe pas. Voilà, tout est c'est beau, mais c'est beau, c'est neuf, c'est avec Merlin, tout ça, mais ça on sent que c'est pas réel, c'est assez le monde du rêve, alors que là dans Andor on est vraiment dans quelque chose qui est le réel quoi, avec des costumes qui sont très utilitaires, un peu ça a toujours été un peu la marque de Star Wars, mais qui est aussi un peu du Battlestar Galactica, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des super beaux vaisseaux clinquants, etc. Les verrous, les boulons coincent de partout, etc. Enfin voilà, on sent le truc. C'est une ambiance qui est très grise, qui est très industrielle et que je trouve assez crédible d'une certaine manière. Le rythme est assez lent, parfois exigeant, mais c'est totalement assumé. Et c'est ce qui a des fois pas plu au public qui voulait du spectacle en fait. Et dans Star Wars, dans Andor, il n'y a pas beaucoup de spectacle au sens où on l'entend habituellement, quoi. Alors, peut-on regarder Andor sans avoir vu ou même sans aimer Star Wars ? Alors pour moi, oui. Déjà pour ce que j'ai dit, parce que c'est quelque chose qui la distingue des préjugés sur Star Wars. Un peu comme ça peut paraître un truc bas du front, Star Wars, un peu très très manichéen, etc. Mais on se rend compte finalement qu'il y a tout un univers dans lequel on peut avoir des choses qui vont être très spectaculaires, mais aussi on peut prendre des choses beaucoup plus sérieuses. Et c'est là la force de ce qu'on peut voir, ce qu'a créé George Lucas avec son univers étendu et tout ce qu'on peut dérouler dans la bobine. Alors, ce que certains reprochent, c'est que c'est trop lent, que c'est pas assez Star Wars et que c'est très sérieux. Bah moi, c'est ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire que ça a apporté justement une maturité nouvelle à la saga, une forme de cohérence politique où on comprend un peu tout, et puis une forme de profondeur qu'on retrouve pas habituellement dans le Star Wars. Donc là, c'est une série qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais c'est une série qui cherchait à dire quelque chose. Ça, c'est assez clair qu'on sent qu'il y avait un but derrière dans ce que voulaient les producteurs. Et c'est là qu'on voit la force de Star Wars, justement, avec tout ce que je disais, c'est d'arriver à aborder de nombreux sujets, du sérieux au pas sérieux, sans que ça nuise à la cohérence d'ensemble. On se dit pas, oh, c'est une verrue dans Star Wars, ça n'a rien à voir avec ça. Non. On peut très bien ne pas l'avoir vu en plus, tout en regardant le reste. En fait, c'est ça que je trouve assez fort. Oui, c'est Frédéric Zigris qui avait fait un blockbuster justement sur Andor. Ah ouais, je me rappelle pas. Et il disait exactement le chanteur d'Indochine. Il disait exactement comme toi que t'avais pas besoin d'avoir vu Star Wars pour apprécier la série. Et d'ailleurs, a priori, ceux qui aiment le moins, ce sont des fans de Star Wars, justement, comme quoi ça montre aussi que c'est pas tout à fait dans le canon habituel de la série, quoi. Et donc, ce que raconte Andor, avant toute chose, c'est que c'est pas une guerre des étoiles, mais une guerre de gens normaux qu'on retrouve en fait finalement, même si le nom c'est Star Wars. Personne n'est prédestiné, personne n'est héroïque par nature, chaque personnage agit par nécessité, par peur, par colère ou par amour. Dans la série, personne ne crie « Vive la rébellion !» On survit, on se tait, on s'adapte. La série montre que la soumission est souvent une stratégie de survie, pas une adhésion idéologique en fait. Et en fait, voilà, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est tout ça. Alors peut-être que c'est pas une série justement de Noël, c'est pas une série qui va en mettre plein les yeux, etc. Mais moi j'ai beaucoup aimé, en plus c'est en 2 saisons. Comme on savait forcément que ça allait se terminer, parce que ça aboutirait on savait qu'ils pouvaient pas délayer la sauce plus que ça, puisque il y avait le film qui arrivait derrière, donc au bout d'un moment il y avait une deadline qui arrivait, donc 2 saisons, c'est très bien. Moi ça m'a complètement conquis. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu ou qui ont envie de la voir? Ah bah ça donne carrément envie de la voir. Surtout que on a vu le premier épisode. Tu t'en souviens peut-être pas? Non, je m'en souviens. Bon bah merde, voilà. C'était Andorre. Voilà. mais que je ne sais pas pourquoi on n'a pas continué. Et le pire c'est que l'épisode visuellement m'a marqué, cette ambiance grise dont tu parlais, avec un homme qui marche dans une ville
voilà. Ça fait un peu polar noir, un petit peu exactement. avec très peu de lumière dans un. Et ça fait partie des choses, mais qu'on n'a pas. C'était sur Disney, je crois. Et Disney, on l'a eu par intermittence et on n'a pas regardé la suite en tout cas, sans qu'il y ait eu de raison de dire non, on arrête là, on s'est fait chier. C'est pas du tout ça, mais on n'a pas suivi le fil. C'est rigolo parce qu'en t'entendant, on a l'impression que cette série-là, elle donne une profondeur aux Star Wars que les Star Wars n'ont pas de base, quoi. Alors, c'est-à-dire que c'est très manichéen, comme tu dis, c'est très simpliste. Bah pas tant que ça en fait, c'est là qu'on se rend compte que finalement c'est une analyse, on a l'impression que c'est une analyse des Star Wars qui va bien plus en profondeur que finalement les Star Wars eux-mêmes. En fait, moi, tel que je le vois, c'est effectivement comme quand on te raconte l'histoire avec un grand H en cours d'histoire, on va te montrer les grands événements marquants, donc on va te parler des grandes figures forcément pour comprendre les trucs. Et puis quand tu veux te renseigner sur des livres d'histoire, sur des trucs comme ça, que tu vas dans des registres, tu te rends compte que il y a eu des sujets un peu, et c'est un peu ça en fait. T'as plusieurs niveaux de lecture et ça veut pas dire que la grande histoire de Star Wars elle est pas importante. Moi je la trouve quand même intéressante. Enfin moins depuis quelques années, depuis le rachat par Disney, mais il y avait quand même pas mal de choses où on voyait qu'il y avait du fond, il y avait de la profondeur. Là où après ils sont contentés de réappliquer une recette mal et en faisant réchauffer pendant des années. Parce que moi je trouve que après le premier Star Wars, même le deuxième, il y avait quelque chose derrière. Enfin, il y avait une. Surtout l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque notamment. Enfin, il voulait vraiment s'inspirer de ce qu'était tragédie grecque, etc. Enfin, il y avait tout un tas de thèmes en plus, même le monomythe, etc. Tu sais, le parcours initiatique et tout. Il reprend plein de. Il y a tout un fond, il y a toute une démarche dans les premiers Star Wars. Même si on peut considérer que c'est un conte de fées pour gamins à la base, avec le princesse, le chevalier, etc. Qui va sauver la princesse, mais ça va, pour moi, ça va un petit peu plus loin que ça. Après, je suis d'accord avec toi sur le reste. Mais il y avait déjà des sujets politiques même dans la prélogie. Exactement. Oui, notamment dans le deuxième que j'ai pas du tout aimé, mais il y a quelques sujets, notamment au Sénat, où à un moment, je sais plus, et c'est sous les acclamations que meurt la démocratie. Je sais plus comment c'est dit. C'est une phrase un peu comme ça. Et mine de rien, c'est déjà montré comment le totalitarisme finalement peut se faire complètement sous les bravos, sous les hurrahs, etc. Avec des gens qui ne voient pas forcément plus loin que ce qui est en façade. Voilà. Donc il y avait quand même des sujets qu'on retrouve beaucoup moins derrière. Et le but c'est pas que tout soit politique non plus, c'est pas du tout mon principe. On peut aussi s'amuser avec il y a pas d'élitisme là-dedans, mais justement j'ai trouvé que cette série-là apportait un contrepoint par rapport au reste, et c'est pas que pour ça qu'elle m'a plu, parce que je trouve qu'effectivement les acteurs sont bien campés, j'ai vraiment beaucoup aimé le sujet, c'est super bien réalisé. Et vraiment la froideur de l'Empire avec ces personnages très bureaucratiques qui forcément déjà à la base Lucas n'était pas caché, c'était inspiré des décors des vêtements de l'Allemagne nazie pour montrer les soldats de l'Empire, mais là on voit qu'il y a aussi une espèce d'obéissance aveugle à des fins aussi individualistes, parce que certains se disent je vais me faire bien voir par mon chef, puis on se rend compte que le chef il saute, et puis nous on s'est bien fait voir par un chef qui a sauté, et on se retrouve pris par la machine encore une fois. Et j'ai un petit doute, je me demande si c'est pas d'ailleurs, j'ai pas lu une interview là-dessus par rapport à Andor où le gars qui parlait de ça, ou qui avait peut-être été le showrunner ou que sais-je, qui disait justement je voulais montrer le quotidien du gars qui travaillait dans l'Étoile Noire, en fait un peu ce truc où les mecs qui travaillaient dans l'Étoile Noire, en fait c'était des mecs, c'est des fonctionnaires, et de creuser plutôt cet aspect-là. Enfin, c'est comme ça que j'avais compris Andor. Alors t'as un peu ça, t'as un peu des petits fonctionnaires qui sont, enfin en tout cas c'est pas des petits, mais en fait c'est pas le top management, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait au-delà d'eux il y avait quand même toute une machinerie, toute une administration pour faire tourner quand même. Exactement. Et puis des gens qui se retrouvent à se retrouver à un autre bout de la galaxie, tu sais pas pourquoi, pour une mission que tu dois faire parce que on t'a demandé de la faire, tu essaies de bien la faire, et puis au final tu te rends compte que est-ce que tu aurais mieux fait de faire autre chose, ça c'est toujours la question. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est ce que je vous recommande, cette série qui m'a beaucoup plu. Faudrait que jette un œil, parce que Marius il nous a ramené alors je crois que sa première saison ou la deuxième, je sais pas. En tout cas, il nous a ramené le coffret d'un truc qu'on regarde ça. Écoute, je vais jeter un œil. Eh bien, avant de passer, merci Nico, c'était vachement bien. Merci beaucoup. Oh là là. Eh bien, avant de passer à Didouille, je me rends compte que tiens, je viens de recevoir un email, un message. Dis donc. Là, les auditeurs ne voient pas. Moi, j'ai vu toute la mise en scène. Attention, c'est pas Freddy qui est, redisons-le, l'auteur des messages sur le répondeur. Attends, on va le relancer du coup. A passé un papier à Nico où c'est écrit répondeur. C'est parce que c'est point d'interrogation. C'est ça, il me demandait de vérifier. Et justement, pilung, ça tombe. C'est incroyable ça. Oui, non, c'est moi. Et non, mais attends, il m'arrive un truc. Oui, je suis poète. Ils m'ont dit au bistrot, je suis passé à la radio, et que même ce que j'ai dit, c'est tellement intéressant que mon copain Jordan a repris mes phrases.
Bon, je l'aime bien, lui. Bon, surtout parce qu'il dit ce que j'ai envie d'entendre. Il y en a marre des gens qui sont pas comme nous. Là. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, moi j'en connais pas, mais je vois bien à la télé, ils disent bien sur CNews, encore 5 ans, ils nous remplacent tous, hein. Les gens, ils se rendent pas compte. Bon, moi la politique, j'y connais rien, mais t'inquiète pas qu'avec Tata, on se trompe jamais au moment de mettre le bulletin, voilà. Bon, sinon, vous y direz à la radio, s'ils veulent encore des poésies, et même des coquines. Ouais, je suis balèze, apparemment. Quelle horreur. Écoute, ça fait effectivement écho à ce que je disais juste avant. C'est comme quoi, quel cauchemar. Il nous écoute en direct et pour nous le dire. Et effectivement, la poésie, c'est vrai qu'il faut se rappeler que c'était brillamment mis en musique par un autre Jordan. Par un autre Jordan, boule de suif. Ouais. Et comme quoi, hein, on sent bien par contre que t'es malade à la voix. Ne l'écoutez pas. N'écoutez pas ce triste cire. Et ben, on va laisser la parole à Didouille qui va nous parler dessus. Si tu t'endors, Didouille? Non, j'ai froid. Ah mince. Bah, viens chez moi, tu vas voir. Voilà, il va te réchauffer. Non, c'est très premier degré. Réchauffé avec Tata. Oh bah dis donc. C'est même précisément premier degré, 1 degré. 7 degrés ce matin. Oh la vache. Ah ouais? Ah merde. Oh. T'as pas ramené ton petit truc en pilou là? Et tu devais venir en tenue. Ah ouais? On t'a pas offert quelque chose pour te réchauffer chez toi? Ah ouais? Ah oui, exact. Comment tu fais ça? On t'a offert quoi? On s'est vu au marché de Noël à Rouen. Ah mais tu l'as déjà oublié, c'est ça? Je me suis sans redire que tu avais une jolie tenue pour avoir chaud. Je peux te montrer des photos. C'est très intéressant. Ça va beaucoup intéresser les auditeurs. Ah bah oui, on veut. Moi j'attendais la tenue. Allez-y. Vous prendriez bien la tarte au poil une fois? Moi, oui. Putain, mais bon, ça se touche, quoi. Faut une soirée de fromage blanc ou des massages à l'huile d'olive, dis pas, mais là, c'est de la partout pour Dalai Lama, là, des conneries. Moi, oui. Didouille. Oui, alors... de quoi nous parles-tu donc? Alors, j'avais envie de vous parler de la façon dont les gens dans le monde fêtaient le Nouvel An, puisque je vous avais présenté, il y a longtemps de ça, dans une émission, la façon de fêter Noël dans d'autres pays. Je me suis dit, je me suis jamais demandé pour le Nouvel An, sachant que nous, ça approche. Ouais. Donc en général, nous les Européens, nous faisons ça entre amis ou en famille, on attend les 12 coups de minuit, on s'en jette un petit, puis on fait la fête, quoi. C'est ça. Voilà. Faudra vérifier, donc, je crois que l'an prochain, ça tombe un vendredi 13, attention. Alors, j'ai tapé sur Internet, je me suis fait des petites recherches, n'est-ce pas? Et puis là, je vais vous emmener directement en Russie. Pour vous expliquer comment Poutine fête son nouvel an. J'aimerais bien savoir comment il fête son nouvel an. Oui. Alors, on pourrait faire la même chose, hein, en mettant des choses sur Poutine, ce serait pas mal. Donc, dans la liste des traditions, les Russes à minuit écrivent leurs vœux sur un petit bout de papier. Voilà. Ensuite, ce petit bout de papier, ils le brûlent. Et les cendres de ce petit bout de papier, ils le mettent dans leur verre de champagne. De ce que vous voulez. Et hop, ils boivent ça cul sec avant minuit pour que leurs vœux puissent se réaliser. Et ils meurent d'un cancer de l'œsophage 3 mois plus tard. Donc ça c'est en Russie. Après au Brésil, au Brésil sur les plages de Copacabana par exemple, eh bien la tradition veut que vous sautiez au-dessus d'une vague 7 fois. Vous faites un vœu pour que celui-ci se réalise. Sur la même vague? Ouais, mais non, c'est pas possible. Hein. Mais en fait, chaque saut équivaut au bonheur, à la prospérité. Il faut le faire 7 fois. Eh ben. C'est marrant, non? Et pourquoi 7 fois? Pourquoi 7 fois? Alors, je ne sais pas, 7. Je sais pas. J'ai aucune idée. 7. Il y en a une qui est toute mignonne, c'est en Argentine. Dès que à minuit pile, ça sonne, tout le monde doit faire un pas en avant avec le pied droit. Pour s'assurer une année
pleine de bonheur. Ok. Mais ensemble, il faut le faire ensemble, sinon ça marche pas. Et en Argentine. Alors ça devrait vous plaire, les gars. Et des gonzesses à poil. Alors, c'est presque. On a retrouvé l'auteur du message répondeur. Ceci dit, en Espagne, on le fait aussi un petit peu, mais en Argentine, en fait, les femmes mettent des sous-vêtements tout neufs roses lors du réveillon pour apporter une année pleine d'amour. Oh. Et au Mexique, ou en Bolivie, en fait, toujours dans les pays d'Amérique du Sud, la couleur de votre petite culotte et de votre soutien-gorge pourra déterminer l'année à suivre. Donc jaune pour une année pleine d'argent. Jaune. Ouais. Je crois que Fanny va avoir une année pleine d'argent. Et marron, c'est quoi? Et Thierry Jourdain aussi, je crois. Une année de merde. Rouge pour l'amour, bien évidemment. Le blanc pour la paix. Et tutti quanti, en fait. Et voilà. On peut cumuler toutes ces exactement. Blanc, rouge, marron, jaune. Exactement. Tu peux le faire. Jaune en sautant 7 fois la vague avec le pied droit. Exactement. Exactement. Il y en a une que je trouve marrante. Alors ça, ce serait peut-être pour toi, Lulu. Un nouvel an au Pérou, ça te dit ou pas? Oui. Alors un nouvel an au Pérou, si t'as besoin de te décharger avant que commence la nouvelle année. On veut pas savoir. Alors attention, je parle de toutes ces ondes négatives qu'il a en lui ou qu'il a accumulées toute l'année lors du festival Taganakui. Et pas Taganakui. Alors je leur fais Taganakui juste avant minuit. Pourquoi tu dis ça en te regardant, genre t'es bon client de cette blague? Toutes les disputes y sont réglées par un bon corps à corps avec des gants de boxe. Donc on se fout sur la gueule juste avant minuit, comme ça on oublie toutes les disputes et on recommence tout, on remet les compteurs à zéro. D'accord. C'est pas mal, hein. J'ai des gants de boxe. Ah ben tu peux. On a vachement différents essayer plus, toi et moi. de tout tenter. Alors moi j'aime bien celle du et les femmes, les hommes, tout le monde se fout sur la gueule. Exactement. Super. Ok. Bertrand Cantat, il a pas tenté ça pour sa défense, non? Le nouvel an au Pérou, à Vilnius. Oh la vache. Moi j'aime bien celle du Danemark. Alors au Danemark, en fait, vous gardez tout ce que vous avez ébréché de votre service de vaisselle, tout ce qui est dépareillé, tout le bordel, et vous le gardez bien. Quand arrive minuit, la tradition veut qu'on casse tout devant sa porte ou la porte du voisin. Et plus le tas de vaisselle cassée est élevé, plus vous garantissez une année pleine de prospérité. Mais c'est très bruyant, il paraît. Voilà. Alors des chansons sinon, de Pierre Perret dans mon enfance. moi j'avais envie de faire vaisselle foutue, pampan cucu. Voilà. Pour les plus jeunes de nos auditeurs, voilà. Alors je vous ai amené quelque chose. Des bonbons parce que c'est périssable. Du raisin. Qui veut jouer? Attends, Moi, je veux une petite photo. Didou, il nous sort une grappe de raisin blanc. Voilà. Alors, c'est pas pour faire la salsa du démon. Calmez-vous, les gars. Ah bon, je pourrais pas de grave. Je savais pas quoi dire. Alors. Je sais pas ce que tu comptes cacher avec ça. Non, qui veut jouer? Moi. Alors, vous allez prendre chacun 12 grains de raisin. 12 On n'aura jamais assez. Allez, vas-y. Bah, quand même, tu sais quoi. Oui. Allez. Voilà, donc là je vais vous faire vivre une expérience de nouvel an espagnol. Tu le glisses dans le slip de ton voisin. On va manger un par coup de mini, c'est ça? C'est ça. Pardon, tu spoil vraiment carrément, tout. Putain, c'est pas grave, aucun respect pour rien, putain. Mais par contre, si quelqu'un veut bien chronométrer, aïe. Et alors le jeu c'est quoi? C'est attention. Alors. Quand les c'est toutes les secondes. Oui. C'est pas possible. En 12 secondes, vous devez avoir mangé vos 12 grains de raisin, c'est-à-dire un raisin. Un par un. Non, un par un. On va c'est ce que je vais faire. À chaque fois que tu entends. Bah t'en as déjà un couillon. Attends, mais c'est 1, 2, 3. Oui, c'est rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. T'as triché. Tu t'avais pas dit 12. Non, c'est très dur. C'est très difficile. Tu t'avais pas dit 12. Ah, il veut essayer. Mais lui, regarde, il a tout foutu. Mais tu en mâcher, tu peux pas. On dirait un chipmunk. Faut pas les mâcher, faut les avaler. Oui, mais là, tu meurs, là. Ça, tu veux pas les bosser demain, j'ai l'impression. T'as tout mangé quand même. Oui, mais j'ai tout mis. Il y a une deuxième grappe pour ceux qui veulent. Hein. Oui, il y a du rabio. T'es prêt? Alors, qu'est-ce qu'il on lui fait le décompte. 1, 2. Attends. C'est trop rapide. 3, 2, 1. Allez, go, gob. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stop. Elle a perdu. Ah, il lui en restait 3. Et c'était pas mal. Faire le concours de la saucisse. C'était pas mal. On peut peut-être. Ce serait une très très bonne idée que d'inventer une tradition de l'entrepode pour le nouvel an. Le sandwich au boudin. Oh non, pas ça. Oh merde. Ah non, pas ça. Alors, il y en a une que j'aime bien aussi en Amérique du Sud. Et là, c'est une autre tradition culinaire. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de les cuisiner, mais j'aurais bien voulu vous le faire parce que de toute façon, ça ne pouvait pas nous faire de mal. À minuit pile, le soir du Nouvel An, on doit avaler au moins une cuillère pleine de lentilles. Cuite. Cette coutume garantirait une année pleine de prospérité et de succès et des crampes au ventre pour ceux qui en ont mangé de trop. Donc plus t'en manges, plus t'espères. Voilà. Sinon, vous prenez aussi une valise. Je l'ai oublié. J'avais fait une valise factice, mais je l'ai oublié. C'est pas grave. Une valise et vous allez faire le tour de la place de l'église pendant plusieurs fois. Dans cette valise, qu'est-ce qu'il y a à votre avis? Des bonbons? Non. Thierry Jourdain. L'urine de Thierry Jourdain. Des vêtements? Non. Des cadeaux? Non. La nourriture. Rien. Des déchets? Rien peut-être? Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la nouvelle année? De l'argent. Des vœux. Donc, des sous de billets. Voilà, c'est une c'est en Amérique du Sud. C'est ça. Donc il faut mettre plein d'argent factice. Et puis le but, c'est de faire plusieurs fois le tour de la place de l'église pour se garantir de l'argent et de la prospérité pour l'année. Voilà. Ziad Takidine a fait ça aussi. Sinon, moi, vous me connaissez, fête de fin d'année, j'adore. Alors moi, j'ai fait mon petit nouvel an à moi. Oh, elle a un sac Sport Billy. Oula. Oh oui. Oh, Sport Billy, sortez des trucs. Sport Billy. Ouais. Alors, c'est pas très radiophonique tout ça, mais regardez, ça faisait longtemps, non? Mais oui, hein. Attends, ça sort. Ça sortira. Oui, ça y est, ça sort. Ça sort. C'est un garçon, madame. C'est pour. Mais c'est pour qui? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est pour Virginie. Oh, des cadeaux. C'est des gros cadeaux. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour Didouille. Bah oui. Il n'y a pas de raison qu'il y ait Didouille, elle offre les cadeaux à tout le monde et qu'elle n'en ait pas. Il est trop mignon, Ludo. Bah oui. Attends, alors. Attends. On a chacun un cadeau, a priori. Alors, Arnaud. Merci. Nico. Oh, merci. Attendez, ça n'arrive. Freddy. Oh, c'est trop gentil. Alors Freddy, lui, il a un ruban. Lulu. Alors tous ceux qui ont des rubans, c'est parce que j'avais plus de scotch. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, les chéris. Merci Didouille. Alors on déballe les cadeaux. On déballe nos cadeaux. Visiblement, il n'y avait plus non plus de papier. On déballe alors. Oh, excellent. C'est un thriller italien, ça s'appelle La Maîtresse. Il vient de sortir. Il est recommandé à la Fnac en plus, tu vois. Il faut toujours se méfier des dessins d'enfants.
Merci. La saga SOS Fantôme, moi j'ai eu. Merci Madidou. L'œuvre de John Williams. De Patrick Helio qui viendra peut-être un jour chez nous. Excellent. Dans les bureaux de The Office. Excellent, merci. Excellent, merci. C'est trop mignon, Didouille, merci, c'est trop mignon. T'es un amour, Madidou. Merci. Sur les Simpsons, trop bien. Génial. Cadeau. C'est une très belle collection. Sur cette collection-là, j'ai un livre de John Carpenter que mes enfants m'avaient envoyé. Magnifique. Chez Sœur d'édition, et effectivement, j'ai pas mal de bouquins de chez eux, et c'est super. J'aime bien les Simpsons, carrément. Nico. Super documenté. Et alors j'avais un doute, c'est juste pour toi, Freddy. Parfait, non, très bien. Et en plus, on pourra se les prêter. Voilà. Carrément. Et toi, Virginie, t'as quoi? J'ai plein de petits. Ça, c'est pour les marchés. Oui, pour mes marchés, j'ai un petit sac isotherme pour mettre ma petite nourriture pour le midi, parce que quand on fait les marchés, ça aussi, c'est pour avoir chaud. Des petites chaussettes pour avoir chaud aux pieds. Des petites chaussettes de Noël. Oh là là. Et puis un petit plat trop mignon avec des petits Pères Noël, des serres de Noël. Vous montrez bien, les gars. C'est choupinou. Et un petit torchon de Noël. Vas-y, montre. Oh. Super. Joli. Là, on est d'accord qu'on a arrêté l'émission. Ah non. Je pense que c'est le moment le plus passionnant. En fait, je pense que c'est ce qui intéresse le plus nos auditeurs. Il faut toujours se méfier des dessins d'enfants. C'est écrit derrière. Merci Didouille, super. Merci Didouille, il est trop gentil. Quand on sera à l'EHPAD tous les quatre, on pourra le mettre dans notre étagère. L'année prochaine, quoi. Tu te rappelles quand on nous l'avait offert? Eh bien, super, voilà, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de terminer l'émission, on a toujours nos coups de cœur et nos coups de gueule. Ah oui, hein. Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le beau oui. J'ai toujours pas choisi. Ça va Ludo pour toi? Ouais, oui, à la limite je passe au premier, puis comme ça sera fait. D'ailleurs, je sais même pas ce que je veux dire. Ça va refaire dans ce ordre-là, tu vas attendre. Parfait. Je lance juste le petit jingle pour les minutes chrono. Freddy, de quoi nous parles-tu donc? C'est parti. Un grand merci à Didouille déjà avant de commencer. Oh, bah de rien. Et puis après ça, un coup de gueule, c'est pas du tout esprit de fête, mais un coup de gueule quand même contre la gestion par l'État d'un dispositif très chouette à la base, qui permet à des milliers de citoyens, dont je fais partie, de ne plus habiter dans des passoires énergétiques. En France, on est quand même 12 millions dans ce cas. Je veux bien sûr parler de la prime Rénov', à nouveau suspendue depuis le 1er janvier. Ah merde. On comprend que le budget de l'État n'est pas voté, qu'il y a des abus, des escroqueries, mais est-ce que c'est de la faute de Monsieur Tout-le-Monde qui se pèle le cul tout l'hiver? Je ne crois pas. Je suis pour ma part très chanceux. Mon dossier a été validé en juin 2025, 2 jours avant le premier arrêt et les nouvelles règles de subvention. Mais combien de particuliers sont en attente? Combien d'entreprises de rénovation énergétique sont en difficulté, obligées de licencier, voire de fermer, faute de paiement? Il y a un vrai problème, un vrai sujet, et ce serait peut-être bien de s'y pencher enfin. Tu as raison. J'ai vu ça hier, c'est incroyable. Alors après, effectivement, c'est des choses. Mais tout part à volo. Tout part à vélo, tu veux dire? Tout à fait. Putain. Ludo? Oui. À toi, Ludo. Oui, moi ça va être assez court. En fait, je vais parler de Bugonia. C'est comme d'habitude. Voilà. On change pas un grand classique. Ça marche toujours. Ça marche toujours, c'est surtout quand c'est vrai. Tu t'as jamais remarqué que tu disais chaque fois? De quoi? Ça. Ah ouais? Oui. Et puis ça se réalise à chaque fois. Ça fait exactement maintenant 35 secondes de chronique. Donc Bugonia de Yorgos Lanthimos qui est sorti donc fin novembre avec Jesse Plemons et Emma Stone. Franchement, super film. Je recommande vivement si vous n'êtes pas allé le voir. Qui raconte l'histoire de deux apiculteurs complotistes qui décident d'enlever une PDGR, je sais pas si ça se dit comme ça, vraiment d'une entreprise, d'une multinationale agroalimentaire qui est donc jouée par Emma Stone, persuadés qu'elle est extraterrestre et qu'en fait elle est là pour gérer en gros sinon dominer la Terre, en tout cas l'envahir, bref, ou faire la peau aux humains. Et donc on suit donc tous les préparatifs de l'enlèvement lui-même, et voilà, et le délire dans lequel s'inscrivent Jesse Plemons et son acolyte. Franchement, alors c'est un remake d'un film, je savais pas, qui s'appelle Save the Green Planet, qui est un film, je vais pas dire, excusez-moi, pardon pour les puristes, je crois que c'est un film coréen, mais j'ai un petit doute. En tout cas, le film original, donc Save the Green Planet, et donc que j'ai pas vu, donc je peux pas vraiment parler. Par contre, le film vraiment Bugonia vous emmène, en fait, vous
comment dirais-je, vous emmène dans la espèce de folie douce. 12 minutes. On entame la page 3, je crois. Vas-y, continue, c'est pas grave. Les 30 premières secondes, donc je revendique toutes les autres. De là, on en avoir 4 après. Et donc voilà, et je sais pas, vous avez eu un timer, non? Non, mais et sachant que donc Jean-Michel Mauvaise foi. Bugonia 2 va sortir et j'aimerais en parler un petit peu plus, surtout qu'en plus ils ont prévu une série de Bugonia jusqu'à 15, donc je vais les faire les uns après les autres maintenant. Donc parler de chaque Bugonia. Donc, et je vais commencer en plus par parler de B-U-G-O. Non, franchement, allez-y, allez voir ça. Ça vaut vraiment le coup si vous n'avez pas eu l'occasion. Bravo, c'est très drôle. Corée du Sud. C'est Corée du Sud, voilà. Mais c'est franchement très bien, ça mélange vraiment un vrai mélange de genres entre des fois des séquences qui sont vraiment très drôles, très complètement foutraques, et des scènes purement glaçante, quoi. Vraiment glaçante. Bah, tu vois que t'en fais une chronique. Le meilleur de Sentimos pour moi. Oui, tu sais que si j'avais eu plus de temps, ça aurait été mon film. Et pourquoi ça s'appelle Bugonia? Parce qu'en fait, Bu et puis Go, Pigna, en fait, quoi. Je sais pas. En fait, je sais même pas. Je sais pas. Je sais plus. Il y a pas je sais pas. Je saurais pas dire. Ça veut pas dire bégonia ou quelque chose? Non. Honnêtement, j'en sais rien. En coréen du Sud, je saurais pas dire. Les petits Bugonia. Tout le monde l'a vu autour de la table ou pas? Non. Non. Bah non. On l'a vu, ouais. Quel dommage. Pauvre merde. Alors du coup je le dis pas, mais j'ai juste pas une réserve. Ah ouais, ne dis rien, s'il te plaît. Vas-y, gâche-moi mon Noël, vas-y. Vas-y. Non, Arnaud il va entendre, sinon on en reparlera tout à l'heure. On s'en fout d'Arnaud. On en reparlera tout à l'heure. Virginie, à toi, de quoi nous parles-tu? Alors, je vais vous faire une petite citation du livre. Dans l'âme des gens, les raisins de la colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines. Steinbeck. Oui. C'est les colères du raisin, ça. Les raisins de la colère, John Steinbeck. Donc ce livre, j'en ai toujours entendu parler et je l'ai enfin lu il y a quelques semaines seulement. Donc peut-être vous l'avez déjà lu. Pas lu, non. Très probablement. Bon. Non. Franchement, voilà, je vais manquer de superlatifs pour en parler. Il faut le lire, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas ne pas aimer, c'est pas possible. Donc c'est un livre qui est paru en 1939, mais qui aurait pu être écrit aujourd'hui comme de nombreux chefs-d'œuvre. L'histoire se passe dans les années 30, pendant la Grande Dépression aux États-Unis. À cette époque, en Oklahoma, les petits exploitants agricoles qui vivent déjà dans la misère, en travaillant des terres pauvres avec leurs chevaux, sont expulsés et contraints de quitter leurs fermes. Les gros propriétaires rassemblent les terres pour les travailler avec les machines. L'Eldorado semble être la Californie, où tout le monde rêve de faire fortune en récoltant coton et fruits. Le livre raconte l'histoire d'une famille soudée qui, comme des milliers d'autres, prend la route avec le minimum et va se battre pour survivre, pour ne pas mourir de faim. Ils se retrouvent parqués dans des zones, les bidonvilles actuelles, en attendant qu'on leur propose des petits boulots tous moins payés les uns que les autres. On ne peut être que révolté par la banque comparée à un monstre dont les hommes ont perdu le contrôle, par le petit chef qui exploite les plus faibles et qui se défausse de toute responsabilité en disant qu'il ne fait qu'obéir, par le gros propriétaire terrien qui distribue des tracts en promettant un travail à des milliers de miséreux alors qu'il n'y a que quelques places juste pour pouvoir faire jouer la concurrence et les payer moins cher. On ne peut être que solidaire et ému par le courage de cette famille qui ne se résigne jamais, du rôle de chacun qui tour à tour fait en sorte que l'espoir perdure. Le livre a une résonance terrible aujourd'hui sur de nombreux plans. Une minute, c'est trop peu pour en parler, vraiment, mais c'est incroyablement bien écrit. Si vous voulez briller en société, ce livre est une mine de phrases percutantes. C'est profond, émouvant, révoltant et avec un suspense qui fait que vous ne pourrez pas lâcher le livre. Merci, dis donc. Moi, pour briller en société, j'ai juste la peau grasse. T'as raison. C'est déjà un début. Merci Virginie. Didouille. Alors moi je pars sur un premier truc que j'ai adoré regarder. Je trouvais que ça faisait du bien, que c'était beau comme tout. Je vous conseille le film Comment devenir riche entre parenthèses grâce à sa grand-mère. Donc c'est un film thaïlandais. Je me suis gouré sur le bon bref thaïlandais sur l'histoire d'un jeune ado thaïlandais. Bon dans son adolescence à la con, gamer, mais qui fout rien. Non, mais je t'emmerde. Et qui j'ai dit mais qui fout rien. Mais c'est le à la con. Et qui quand il apprend que sa grand-mère est malade, voit l'opportunité de pouvoir finalement être dans ses petits souliers pour pouvoir en hériter.
Je vous dis, voilà. Et sinon, papier, deuxième coup dur, Kokomo, tu m'as lancé l'info. Kokomo, arrête. Ouais. Et là, j'étais très triste et ils vont même pas jusqu'à faire la fameuse date au Zénith de Paris. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même qu'il s'est passé quelque chose. Pour laquelle tu avais une place. Qu'il a fait, là, terrible. T'avais une place pour. Non, heureusement, je suis allée au 106. Heureusement, je les ai vus avant que ça clash. Ouais. Mais ça fait drôle, quoi. Parce que quelques semaines avant, sur leur réseau, c'était encore on se prépare, on est hyper motivés. C'est exactement ça. T'es sûr que c'est au Zénith? Zénith de Paris, oui, en février. Dans l'Olympia, ils l'ont fait en décembre dernier. Okay. On y était. Ok. Effectivement, triste nouvelle. Arnaud. Ah bah encore une triste nouvelle. Pour rester dans la continuité, quoi. Bon alors moi j'ai mon vrai coup de cœur sur les conseils de Virginie. J'ai lu et écouté Les raisins de la colère, donc je n'en reparlerai pas, mais franchement c'est hallucinant. Vraiment, lisez-le, effectivement. Je rejoins exactement ce que disait Virginie. Du coup ce mois-ci j'ai deux mini coups de cœur. On va dire c'est pas des emballements outre mesure. Il y a le Avatar, le troisième volet d'Avatar, qui est une excellente surprise pour moi, franchement. Une immersion totale, un scénario, il y a quelques redites par rapport, voilà, mais on n'y va pas pour le scénar, on y va vraiment, faut y aller au cinéma, quoi, vraiment. Et c'est une expérience, même si le terme est galvaudé. Là, en l'occurrence, ça veut vraiment dire quelque chose. Et puis il y a une mini-série sur Arte, qui est une excellente série avec Benedict Cumberbatch, qui s'appelle Patrick Melrose, sur l'histoire d'un jeune aristocrate complètement cocaïné, enfin tout ce qu'on veut, héroïné surtout, alcoolique, et on remonte petit à petit sur ses traumas d'enfance. C'est vraiment une mini-série qui est magnifique, très très bien jouée, très touchante, et avec une forme de, de réalisme dans le traitement qui est vraiment avec d'excellents acteurs. Patrick Melrose. Patrick Melrose. Ok, super, merci pour cette reco. Et pour ma part, j'ai aussi deux choses à vous présenter, dont une, c'est ici, ça prend beaucoup de place. Donc c'est les adaptations des œuvres de Howard Phillips Lovecraft par Gu Tanabe en manga. Donc c'est un auteur japonais. Alors je les ai toutes, celles qui sont sorties jusqu'à présent, vous les voyez ici, pour ceux qui sont autour de la table. Pendant longtemps, on a pensé qu'adapter Lovecraft en images, c'était quasiment impossible, puisque son horreur repose sur l'indicible, l'indescriptible, et ce qu'on doit justement ne jamais voir. Et pourtant, ça marche. Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est assez efficace. Et Kiun, la maison d'édition, a proposé des éditions de qualité avec des couvertures en simili-cuir, qui donnent un peu l'impression d'un côté livre ancien, qui vient apporter un côté qualitatif au bouquin. Et le deuxième coup de cœur, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Rhythm Doctor. C'est un jeu de rythme minimaliste, précis et addictif. Alors quand je dis minimaliste, c'est très simple, c'est qu'il y a un seul bouton à presser. Donc c'est assez facile, c'est un jeu de rythme sur de la musique. Il y a un bouton à presser, mais à presser uniquement sur le 7e temps d'une musique, à chaque fois. On peut dire, du coup, on va vite se faire chier. Ah, c'est le truc qui tourne sur les réseaux, celui qui fait au bon moment la note. Alors, s'il y a plusieurs chansons comme ça, effectivement, il faut taper sur un gong. Fin de la minute. Je sais pas si c'est le même. J'allais dire, voilà comment l'électronique partie pour être extrêmement bien calibrée, va dériver en 4 à 5 minutes. Je te montrerai tout à l'heure, Didouille. Et donc, chaque niveau représente le cœur d'un patient, ça c'est pour le côté docteur, et chaque battement manqué crée une erreur médicale. Donc le but c'est de pas tuer nos patients, donc on a cette espèce de rythmique. Donc un seul bouton, ça peut paraître simple, mais des niveaux qui trichent avec le rythme, avec le décor et parfois notre cerveau également. C'est-à-dire que on a plein de choses qui viennent nous perturber. C'est-à-dire que l'écran change, ce qui fait qu'on peut avoir des patterns, mais on a plein de bruits, des glitches de sons, etc., qui font qu'au bout d'un moment on n'a plus nos repères et il faut toujours rester sur ce système-là en fait. Donc ça c'est hyper intéressant. Ça commence en étant très simple, ça devient assez sournois, voire franchement vicieux, toujours avec une touche d'humour et une mise en scène pleine d'idées. Donc Rhythm Doctor, 14 € sur Steam. Ça se joue avec la touche espace d'un clavier. Voilà. Tu peux renvoyer tes livres, ils sont montés à l'envers. Allez, il est vraiment. Merci Frédéric.
Et donc voilà, on arrive à la fin de cet enregistrement. C'était cool de se revoir là, cet épisode de fête. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous le dire comme d'habitude. On retrouvera, j'ai vu que Freddy prenait des notes, je suis sûr que c'est pour ça, il prenait les coups de cœur des uns et des autres, c'est ça? Oui, parce que vous les notez pas sur le conducteur. Voilà. Donc tout ça sera sur le site de l'Entrepode, sur le site sur lequel il y a un répondeur. Vous savez, il fonctionne toujours visiblement, parce que même en milieu d'émission, on reçoit des messages. C'est en ligne directe pour une personne. Apparemment. Visiblement, il y a quelqu'un qui doit l'avoir direct enregistré dans ses numéros favoris, je pense, sur son téléphone. Je l'ai déjà dit en début d'émission, vous pouvez laisser un petit pourboire sur Tipeee ou sur Patreon, il n'y a pas de souci, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à interagir, nous dire, comme on l'évoquait tout à l'heure par rapport au sondage de Freddy, s'il y a des choses, des recommandations qu'on vous a faites, qui vous ont marqué, que vous êtes allé creuser grâce à nous, c'est aussi très intéressant. Petit coup de cœur d'ailleurs, petit clin d'œil à Gamol, notre camarade poditeur et également tipeur, qui est venu passer un séjour à Rouen cette semaine et Quelle bonne idée. Et qui est allé notamment au Théâtre à l'Ouest, parce qu'il m'avait entendu en parler et il est allé y faire un tour, manger, passer un spectacle. Et donc je me dis, il y a au moins une personne qui écoute ce que je dis et qui va le mettre en application. Donc, il avait entendu en parler. Il m'avait entendu en... Ta gueule. En fin d'émission, je suis fatigué. Donc voilà. En dehors. En tout cas, on se retrouve l'année prochaine maintenant. L'année prochaine. 2026, mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, on est déjà l'année prochaine. Ça, je sais pas quand je le mettrai en ligne, mais en tout cas, on se retrouve prochainement avec une nouvelle émission dans quelques semaines, dans quelques mois, et on se quitte avec le traditionnel. Allez, bisous. Oh Ludo, t'aurais pu dire bisous. À quelle heure on mange? À quelle heure on boit surtout, non? Mets ton casque, je vais faire. Mais oui, mais je te fais du bruit pour pas que t'entendes. Mets ton casque si tu veux pas entendre. D'accord. J'ai bossé vendredi, mais alors j'étais sur site vendredi avec. Ouais, alors autant te dire, attends. Tu rigoles? Détrompe-toi, mon pépère. Justement, j'ai voulu aller sur site parce qu'il y avait Juliette Marius, Didouille en vacances, autant dire. Juliette Marius, oui, ça. Autant dire. J'étais dans quelle famille à Noël? Je me souviens plus. Autant te dire. C'est dur d'avoir une double vie. T'as failli te griller en 2026, connard. Moi, j'ai appelé mes enfants pareil des deux côtés, comme ça, je me trompe pas. C'est bien ça. Autant dire que, en fait, c'est super productif. J'ai lu plein de conneries. Il y a personne pour manger. En fait, qui ça intéresse? Tu reçois 2 mètres. Non, mais il est obligé de se justifier parce que. Moi, ce que j'ai préféré dans la phrase, c'est quand il t'a appelé mon pépère. Enfin bref, voilà. Comme ça. Non, c'est sympa. Et sur le plateau, il y a finalement plus de monde que je pensais. Il y avait Sophie, Vivien, Joy, Nathalie Guédon, Jean-Marie, Isabelle Valogne. Il est en train d'inventer des noms, là, j'ai l'impression. Je te promets, c'est des vrais noms. Vous avez une collègue qui s'appelle Joy. Ouais, Joy est l'incarnation de son prénom. C'est la chanson de François Feldman. Ah, c'était quoi comme chanson? C'est la chanson de François Feldman. C'était quoi? Joy. Ah oui, c'est vrai. Attends. Vas-y, fais-nous Joy. Ah oui, non, mais oui, c'est vrai. Les femmes de ta vie. Ah ouais. Oui, t'as raison. Putain, on aurait pu faire ça. Ça me dit rien du tout. C'est des bribes. C'est des bribes. Et attends, il y a des bons becs aussi. Attends, j'ai ramené des bons becs. Moi, ça m'a demandé moins de temps. En 2026, oui, on fait. Ouais. Moi j'ai fait des machins là, comment ça s'appelle, putain, des truffes. Ouais. C'est toi la truffe. C'est toi, ta gueule. Pardon, désolé. C'est bonne ambiance. Ah, j'adore ces émissions de fin d'année. Ah, moi je veux goûter une truffe à Nicole. Oh bah. Une petite, attends. Tu veux bouffer la truffe de Nico? Moi je connais le côté blagueur de Nico. Il fait des truffes. Je te laisse goûter. Bref, qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, c'est bon, c'est comme des Kiss Mash mais acides à l'intérieur. Oh là là. Vas-y, goûte. Ah, je vais goûter, moi j'aime bien. Ouais, vas-y, goûte. Allez, vas-y. En fait, j'aurais bien aimé faire un truc, mais
Pour la prochaine fois, c'était dire des paroles de chansons en français traduites et deviner quelle chanson c'est. Comme dans le truc bien naze, les franglaises. Ouais. On dit des paroles, il faut qu'ils devinent. On va jouer ? Non, pas du tout, j'ai pas eu le temps. Mais pour la prochaine fois. Tu voulais faire quoi ? Ah bah d'accord, super, toujours la prochaine fois quand même. Ouais, procrastination. Non mais je suis carrément bidon. J'avais pas d'autres mots. Carrément bidon. Bah oui. Je prépare rien. Tout ça pour ça. Voilà. Eh bah merde. Donc pour la prochaine fois. Tu fais quoi ? Mais non mais c'est un truc qui se fait déjà. Mais vous lire des paroles de chansons traduites. Ouais. Vous devinez. Ah oui, mais oui, carrément. Bien, ça. Mais carrément. Faut ça, Didouille, la prochaine fois. Pas tout de suite. Ah d'accord, je la découvre en même temps. Ok. Comme dans les franglaises. Quand même connu. Parfait. Okay. Ça me va très bien. Bon, bah, j'ai goûté la truffe à Nico, allez. Bah, elle est bonne, la truffe à Nico. Ouais. Oh, cette truffe. Ça ira dans un bêtisier. C'est étonnant comme. Elle est fondante. Oh. Légèrement poudrée. Ah, si vous saviez comment je l'ai fait. C'est bon. Je l'ai chié. C'est ce qu'on suggérait tous subtilement depuis tout à l'heure. Alors, sous les aisselles. C'est ça. Magie de Noël. C'est les Tout à fait. Doubichou. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ouais, c'est bon. Oui. Tac, tac, tac. Donc, on entend bien tout le monde s'entend. Tout à fait. Oui. It's perfect. Eh ben, je vérifie juste que c'est bon, ça part bien. Donne-moi un verre. Un verre. Un verre qui pique. C'est à la pomme, j'adore. Tu peux m'en donner un n'importe quelle couleur ? De n'importe quelle pile, n'importe quelle couleur tu veux ? Ouais, parce que c'est un cri qui vient de l'intérieur après. Et la truffe ? J'ai la ref. Tiens. Oh, attends, on va éviter les problèmes. Ça se voit qu'on fait des prestats podcast ou pas, Nico et moi. Ça se voit qu'on se débrouille surtout très bien au montage en fait. C'est Presta podcast humoristique, non? Tu me lances? Oula. Oh, pas trop Là, il y a un écho. Il y a comme une cathédrale. Oui. Ah, Qui est venu dans une cathédrale. C'est peut-être un jeu branché ça. Ouais, c'est étonnant là, ouais, on se pourrait débranche, rebranche, vas-y. Débranche tout. Revenons à nous. Ah, ça le fait plus. Là, c'est bon là. Et quand tu le refais, non, c'est bon. ça le fait plus. Ça le fait plus. C'est bon. Ah non, ça recommence. Ah bah. Ah. On se voit dans la salle de bain. On est dans la grotte du Père Noël. T'as une grande salle de bain, toi? Il est en train d'enregistrer. Faut que tu le coupes en bas. C'est une salle de bain qui est en sous-sol. Je l'appelais la Natacha Campouche bathroom. Quelle horreur. À l'enfer. Pardon, j'avais appuyé sur un bouton où il fallait pas. Ah, le pro du podcast. Encore illustration par l'exemple.